Versailles, 10 heures du matin. Le soleil d'automne filtrait à travers les rideaux de velours lourd, déposant des taches de lumière dorée sur le parquet ciré. C'était une belle lumière. Une lumière riche, une lumière qui semblait dire que tout allait bien dans cette maison. Mais c'était un mensonge. Je m'appelle Marie Octobre. J'ai 34 ans, et depuis 10 ans, je suis un fantôme dans ma propre vie. Je me tenais debout, au centre du grand salon, un chiffon à la main, inspectant une tache invisible sur la table en acajou. Le silence dans cette maison n'était pas paisible. Il était oppressant. C'était le genre de silence qui vous oblige à retenir votre souffle, de peur de déranger l'ordre établi. Aujourd'hui, c'était censé être un jour spécial. Notre 10e anniversaire de mariage. 10 ans que j'avais épousé Thomas Lemaire. 10 ans que j'étais entrée dans cette villa imposante, propriété de ma belle-mère, Madame Lemaire. J'avais passé la matinée à préparer le dîner. J'avais commandé les fleurs préférées de Thomas. J'avais repassé ma robe, celle en soie bleu pâle, qu'il aimait tant autrefois. Autrefois. Le mot résonnait dans ma tête comme un écho lointain. Je regardais mon reflet dans le grand miroir au-dessus de la cheminée. Une femme aux cheveux châtains, tirés en un chignon strict, trop strict pour son âge. Des yeux cernés, malgré le maquillage léger. Une posture un peu voûtée, comme si elle s'excusait en permanence d'occuper de l'espace. Était-ce vraiment moi, ou était-ce ce que j'étais devenue pour survivre ici? Marie, la voix claqua comme un coup de fouet. Je sursautai, lâchant presque mon chiffon. C'était elle, Madame Lemaire. Elle descendait l'escalier principal avec cette lenteur majestueuse qui lui était propre. 60 ans, mais elle en paraissait 50. Toujours impeccable, toujours droite. Une femme qui avait bâti un empire dans l'agroalimentaire bio après avoir été laissée seule avec un enfant. Une femme d'acier. « Oui, maman », répondis-je, ma voix sortant plus faible que je ne l'aurais voulu. Elle s'arrêta sur la dernière marche, ses yeux gris scannant la pièce comme un radar. Rien ne lui échappait, ni la poussière, ni la faiblesse. « Les fleurs sur la console sont mal arrangées, dit-elle calmement. L'équilibre n'est pas bon. Penche l'hélice vers la gauche. Oui, maman, je le fais tout de suite. » Je me précipitai pour obéir. Mes mains tremblaient, légèrement, en touchant les tiges froides des fleurs. Pourquoi tremblais-je? Après 10 ans, je devrais être habituée. Mais on ne s'habitue jamais vraiment à vivre sous le regard d'un juge suprême. Madame Lemaire s'approcha du canapé et s'assit, croisant les mains sur ses genoux. « Thomas rentre à quelle heure ?» demanda-t-elle. Je regardai l'horloge ancienne. « Il a dit qu'il passerait avant le déjeuner pour me faire une surprise, dis-je, tentant de mettre un peu d'enthousiasme dans ma voix. Pour notre anniversaire. » Madame Lemaire haussa un sourcil. Un geste infime, mais lourd de sens. « Une surprise, » répéta-t-elle. « Espérons que ce soit une bonne surprise. » Thomas a l'esprit ailleurs ces derniers temps. Mon cœur se serra. Elle le savait. Bien sûr qu'elle le savait. Elle savait tout. Les retards de Thomas, les réunions qui s'éternisaient tard dans la nuit, l'odeur de parfum étranger sur ces vestes que je portais au pressing, les retraits d'argent inexpliqués. Je le savais aussi. Mais nous jouions toutes les deux à ce jeu hypocrite du silence. Parce que dans la famille Lemaire, on ne lave pas son linge sale en public. On ne fait pas de vagues. On endure. Il travaille beaucoup, dis-je, récitant le mensonge habituel. C'est pour l'entreprise. Madame Lemaire ne répondit pas. Elle me fixa un instant, une lueur indéchiffrable dans le regard, puis elle détourna les yeux vers la fenêtre. « Le gravier », dit-elle soudain. « Pardon ? J'entends une voiture sur le gravier. C'est lui. » Je me figeai. Mon cœur se mit à battre la chamade contre mes côtes. Il était là. Je lissai nerveusement mon tablier, vérifiant une dernière fois mon apparence. Je voulais être parfaite. Je voulais qu'il me regarde et qu'il se souvienne pourquoi il m'avait choisie il y a 10 ans. Je me dirigeai vers la porte d'entrée, mes pas résonnant doucement sur le marbre du vestibule. J'ouvris la lourde porte en chêne. L'air frais de l'automne me frappa le visage. La voiture de Thomas, une berline noire rutilante, était garée juste devant les marches. Le moteur venait de s'éteindre. Je souris, un sourire fragile, plein d'espoir et de crainte. « Joyeux anniversaire, chérie », murmurai-je pour moi-même, répétant la phrase que j'avais préparée. La portière conducteur s'ouvrit. Thomas en sortit. Il était beau, toujours aussi beau, avec ses costumes sur mesure et cette assurance naturelle qui m'avait tant séduite. Mais il ne me regarda pas. Il ne monta pas les marches vers moi. Il contourna la voiture. Il se dirigea vers la portière passager. Mon sourire se figea. Le temps sembla ralentir. Pourquoi ouvrait-il la portière passager? Avait-il acheté un cadeau encombrant? Un énorme bouquet? Non. Ce n'était pas un objet. C'était une main fine, manucurée, avec des ongles peints d'un rouge vif, qui saisit la main de Thomas. Puis une jambe longue, galbée, sublimée par des talons hausses vertigineux.
Une femme sortit de la voiture. Je sentis le sol se dérober sous mes pieds. Elle était jeune, 24, peut-être 25 ans. Elle était éblouissante, elle portait un manteau couleur crème qui semblait coûter plus cher que tout ce que je possédais, et à son bras pendait un sac Chanel matelassé. Le même sac. Exactement le même modèle que Thomas m'avait montré dans un magazine il y a 2 mois en disant « Ce serait joli sur toi, Marie ». Il ne l'avait pas acheté pour moi. Il l'avait acheté pour elle. Je restais là, pétrifiée, la main toujours posée sur la poignée de la porte, comme une statue de sel. Thomas ferma la portière avec un claquement sec qui résonna comme un coup de feu dans le silence du jardin. Il prit la main de la femme. Il entrelaça ses doigts aux siens, un geste intime, possessif, un geste qu'il ne faisait plus avec moi depuis des années. Ils se dirigèrent vers les marches, vers moi. La jeune femme leva les yeux. Elle me vit, et elle sourit. Ce n'était pas un sourire timide ou gêné. C'était un sourire radieux, confiant, presque prédateur. Le sourire de celle qui sait qu'elle a gagné avant même que la bataille ne commence. Thomas, lui, ne me regardait toujours pas. Il regardait ses chaussures, puis le ciel, puis la façade de la maison. Ils montèrent les marches. 1, 2, 3. Ils arrivèrent à ma hauteur. Je ne bougeais pas. Je ne pouvais pas bouger. C'était comme si mon corps avait cessé de m'appartenir. Thomas, ma voix n'était qu'un souffle. Il s'arrêta enfin. Il leva les yeux vers moi. Il n'y avait pas de culpabilité dans son regard, juste de l'agacement, et une sorte de détermination froide. « Pousse-toi, Marie, dit-il. Ce n'était pas une demande, c'était un ordre. On doit voir mère. »« Qui est-ce » demandai-je, bien que je connaisse déjà la réponse. La jeune femme répondit à sa place. « Je suis Camille, » dit-elle d'une voix claire, musicale. « Camille Roche. Enchantée, Marie. Thomas m'a beaucoup parlé de vous. De vous, pas de toi. » Elle mettait une distance polie, comme si j'étais une employée de maison qu'on salue en passant. Elle serra le bras de Thomas plus fort, affichant sa propriété. « On entre » demanda-t-elle à mon mari. « Oui, dit Thomas, il fait froid dehors. » Il avança, me forçant à reculer pour ne pas être bousculé. Ils entrèrent dans ma maison. Ils profanèrent mon sanctuaire avec leurs chaussures sales et leurs parfums d'adultère. Je restai un instant sur le seuil, regardant leur dos s'éloigner vers le salon. J'avais envie de vomir. J'avais envie de crier, de les chasser, de leur jeter le vase de fleurs à la figure. Mais je ne fis rien. L'habitude de la soumission était trop ancrée. Je fermai la porte doucement, et je les suivis, comme un mouton qu'on mène à l'abattoir. Dans le salon, Madame le maire n'avait pas bougé. Elle était toujours assise sur le canapé, le dos droit, les mains croisées. Mais son regard avait changé. Il était fixé sur Camille, froid, analytique. Thomas s'avança jusqu'au centre du tapis persan. Il tenait toujours la main de Camille. Il semblait puiser du courage en elle. « Mère, dit-il. » Madame le maire ne répondit pas immédiatement. Elle laissa le silence s'étirer, devenir lourd, insupportable. Elle regarda Thomas, puis Camille, puis moi qui me tenais en retrait, près de l'encadrement de la porte, les mains triturant mon tablier. « Tu es en retard pour le déjeuner, Thomas, dit-elle enfin, et je vois que tu as amené une invitée. »« Ce n'est pas une invitée, mère, dit Thomas. Il prit une grande inspiration, puis, sous mes yeux ébahis, il fit quelque chose d'impensable. Il lâcha la main de Camille, et il se mit à genoux, pas devant moi, sa femme depuis 10 ans, mais devant sa mère. Camille resta debout à côté de lui, posant une main protectrice sur son épaule, jouant le rôle de la compagne solidaire face à l'adversité. Quelle mise en scène, quel théâtre grotesque. « Mère, reprit Thomas, la voix tremblante d'émotion feinte, je sais que c'est soudain, je sais que ce n'est pas conventionnel. » Il jeta un bref coup d'œil vers moi, un regard plein de mépris, avant de se reconcentrer sur sa mère. « Mais je ne peux plus vivre dans le mensonge, je ne peux plus vivre avec Marie. » Les mots me frappèrent comme des pierres. Je sentis mes jambes flageoler. Je m'appuyai contre le mur pour ne pas tomber. « Je n'ai jamais été heureuse avec elle, » continua-t-il. « Elle est terne. Elle ne me comprend pas. Elle ne partage pas mes ambitions. Notre mariage est mort depuis des années. Tu le sais aussi bien que moi. » C'était faux. C'était tellement faux. J'avais tout donné pour lui. J'avais abandonné mes études. J'avais coupé les ponts avec mes amis qui ne lui plaisaient pas. Mais tu lui plaisais pas. J'avais appris à cuisiner ses plats préférés, à repasser ses chemises exactement comme il le voulait, à élever nos enfants selon ses règles strictes. J'avais effacé ma personnalité pour devenir le miroir flatteur de la sienne. Et maintenant, il disait que j'étais terne. « Camille est différente, dit Thomas, sa voix s'adoucissant. Elle est ma lumière. Elle me comprend, elle me soutient. Avec elle, je me sens vivant. » Il leva les yeux vers sa mère, implorant. « Je l'aime, maman. Je l'aime comme je n'ai jamais aimé personne. »
Camille sourit, un sourire modeste et victorieux, baissant les yeux faussement timides. « Je te demande ta bénédiction, mère, dit Thomas. Je veux divorcer de Marie. Je veux que Camille prenne sa place ici, à mes côtés. Je veux qu'elle soit ma femme, officiellement. » Le silence retomba, plus lourd que jamais. Je ne respirais plus. Je regardais ma belle-mère. C'était la gardienne de la morale, la gardienne de la tradition. Elle détestait le scandale, elle détestait le désordre. Elle allait forcément exploser. Elle allait se lever, gifler Thomas pour son insolence, et chasser cette traînée hors de chez nous. Je l'espérais, je le priais. « Maman » soufflai-je, cherchant son regard, cherchant une alliée. Madame le maire tourna lentement la tête vers moi. Son visage était illisible, masque de marbre. Puis elle regarda Camille. Elle observa ses vêtements de luxe, ses ongles parfaits, son maquillage impeccable. Elle vit la jeunesse, l'ambition, l'arrogance. Puis elle regarda son fils, toujours à genoux, pathétique dans sa quête d'approbation. Madame le maire se leva, le bruit de la soie de sa robe froissant le silence. Elle s'avança vers Thomas. Elle posa une main sur sa tête, comme on caresse un chien fidèle. Thomas ferma les yeux, soulagé, pensant avoir gagné. « Tu l'aimes vraiment ?» demanda-t-elle doucement. « Oui, mère. Plus que tout. »« Et tu es sûre de toi, mademoiselle Roche ?» demanda-t-elle à Camille sans la regarder. « Vous voulez entrer dans cette famille ? Vous voulez prendre la place de Marie ?» Camille s'avança d'un pas, la voix vibrante. « Oui, madame, je sais que je peux rendre Thomas heureux. Je ferai tout pour cette famille. Je vous le promets. » Madame le maire hocha la tête. « Bien. » Ce seul mot résonna comme un glas. « Bien. » Mon monde s'effondra. Elle acceptait, elle me trahissait aussi. Les larmes que je retenais depuis tout à l'heure débordèrent enfin, brûlant mes joues. Je me sentis nue, abandonnée, inutile. Si même madame le maire, qui avait toujours prôné la loyauté, me jetait aux ordures, alors je n'avais plus rien. « Je suis d'accord, » dit madame le maire d'une voix claire et forte. « Tu peux divorcer, Thomas. » Thomas se releva d'un bond, le visage illuminé. Il prit Camille dans ses bras, l'embrassant sur la joue. « Merci, maman, merci. Tu ne le regretteras pas. »« Attends, » coupa madame le maire. Sa voix avait changé. Elle n'était plus douce, elle était tranchante comme une lame de rasoir. Elle se tourna vers moi. Elle traversa le salon et vint se planter devant moi. Je baissai la tête, honteuse, incapable de soutenir son regard. Je m'attendais à ce qu'elle me dise de faire mes valises, de partir sur le champ, de ne pas faire d'histoire. Mais elle fit quelque chose d'inattendu. Elle prit mes mains. Ses mains étaient froides, mais sa poigne était ferme, presque douloureuse. Elle me força à lever la tête. « Marie, dit-elle. « Oui, maman. » « Sèche tes larmes. » J'essayais d'obéir, reniflant bruyamment. « Tu n'as pas besoin de pleurer pour un homme qui ne te mérite pas, » dit-elle, assez fort pour que Thomas entende. Thomas se figea, son sourire s'effaçant légèrement. Madame le maire ne le regarda même pas. Elle me fixait intensément. « À partir d'aujourd'hui, les choses vont changer, Marie. » Elle se tourna ensuite vers le couple qui attendait, confiant, au milieu du salon. Un étrange sourire étira les lèvres de madame le maire. Ce n'était pas un sourire de gentillesse. C'était le sourire du loup qui vient de voir la porte de la bergerie s'ouvrir, mais qui a décidé de manger le berger plutôt que les moutons. Elle lâcha mes mains et s'avança vers Camille. Camille se redressa, prête à recevoir les félicitations, prête à assumer son nouveau rôle de maîtresse de maison. Elle ne savait pas. Elle ne pouvait pas savoir que l'enfer à Versailles ne faisait que commencer, et que le diable ne portait pas de cornes, mais un collier de perles et un tailleur Chanel vintage. « Bienvenue dans la famille, ma chère Camille, » dit madame le maire. Elle lui prit la main. « J'espère que vous avez de l'énergie, » ajouta-t-elle doucement. Parce que prendre la place de Marie, ce n'est pas seulement porter ses bijoux. Le salon était redevenu silencieux, un silence différent cette fois, moins oppressant, mais plus électrique. Madame le maire se dirigea vers le guéridon où reposait le service à thé en porcelaine de Limoges. C'était un rituel immuable. Quoi qu'il arrive, guerre, paix, naissance ou décès, à 10h30, on buvait du thé. Le tintement délicat de la cuillère contre la tasse résonna comme une petite cloche. « Asseyez-vous » ordonna-t-elle sans se retourner. Thomas s'assit sur le fauteuil en cuir, tirant sur les plis de son pantalon, l'air satisfait. Camille s'installa à côté de lui, sur l'accoudoir, une position trop familière, trop décontractée pour ce salon rigide. Moi, je restais debout près de la cheminée. Je ne savais plus où était ma place. Je n'étais plus l'épouse. Je n'étais pas une invitée. J'étais une âme en peine attendant son jugement. Madame le maire servit 3 tasses. 3, pas 4. Elle tendit la première à Thomas, la deuxième à Camille, et la troisième, elle la garda pour elle. Elle ne m'en proposa pas. Mon cœur se serra encore un peu plus. C'était donc ça,
L'exclusion totale. Je n'avais même plus le droit de boire le thé de la famille. Madame le maire prit une gorgée, reposa sa tasse et croisa les mains sur ses genoux. Son regard se posa sur Thomas. « Tu veux donc divorcer, dit-elle. C'est ta décision finale ? » « Oui, mère, répondit Thomas avec assurance. C'est le mieux pour tout le monde. Marie n'est pas heureuse, je ne suis pas heureux. Pourquoi prolonger l'agonie ? Et les enfants ? Demanda-t-elle. Léo et Sophie ? Ils comprendront, dit Thomas, balayant le problème d'un revers de main. Les enfants s'adaptent vite. Et puis Camille adore les enfants. N'est-ce pas, chérie ? Camille sourit, un sourire sucré. J'adore les enfants, madame. Je serai comme une grande sœur pour eux. Une grande sœur. Léo avait 8 ans. Sophie en avait 5. Ils avaient besoin d'une mère, pas d'une copine de jeu qui portait des jupes trop courtes. Madame le maire hocha la tête lentement. Bien, dit-elle. Dans ce cas, nous allons procéder rapidement. Je ne veux pas de scandale dans le quartier, pas de procès interminable, pas de linge sale étalé dans les journaux. Elle se tourna vers moi. Marie, je relevai la tête, les yeux brûlants. Oui, madame. Approche. Je m'avançai, les jambes lourdes. Elle me tendit la main. Assieds-toi ici. Elle désigna la place à côté d'elle, sur le grand canapé. C'était la place d'honneur. La place que personne n'avait le droit d'occuper, sauf elle. Thomas fronça les sourcils. Camille cessa de sourire. J'hésitai, puis je m'assis au bord du coussin, mal à l'aise. Madame le maire prit ma main dans la sienne. Sa peau était sèche, parchemineuse, mais chaude. Thomas, dit-elle en fixant son fils droit dans les yeux, tu as choisi de rompre tes vœux. Tu as choisi de quitter cette femme qui t'a servi fidèlement pendant 10 ans. C'est ton droit. Tu es un homme adulte. Thomas opina, gonflé d'importance. Mais, continua-t-elle, sa voix devenant plus grave, tu ne peux pas effacer 10 ans de vie commune. Marie a porté tes enfants. Elle a soigné tes maladies. Elle a repassé tes chemises. Elle a géré cette maison. C'était son devoir, marmonna Thomas. C'était un choix, corrigea sèchement madame le maire. Et puisqu'elle n'est plus ta femme, elle n'a plus de devoir envers toi. Elle marqua une pause. Cependant, elle reste la mère de mes petits-enfants. Et elle a vécu sous mon toit assez longtemps pour que je connaisse sa valeur. Elle serra ma main un peu plus fort. À partir de cette seconde, Marie n'est plus ta femme, Thomas, mais elle devient ma fille. Le silence tomba, lourd et épais. Thomas cligna des yeux, confus. Ta fille, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, expliqua madame le maire avec une patience glaciale, que le divorce est entre toi et elle. Mais le lien familial entre elle et moi reste intact. Elle habitera ici tant qu'elle le voudra. Elle sera traitée avec le respect, dû à une le maire. Je sentis une boule monter dans ma gorge. Je ne comprenais pas. Pourquoi ? Pourquoi me gardait-elle si je n'étais plus l'épouse utile ? Thomas sembla soulagé. Oh, eh bien, si ça te fait plaisir, mère, tant qu'elle ne se met pas en travers de mon chemin avec Camille, ça m'est égal. Il pensait avoir gagné sur tous les tableaux. Il se débarrassait de moi, mais n'avait pas à gérer la culpabilité de me mettre à la rue. Parfait, dit madame le maire. Puis, elle tourna la tête, lentement, comme une tourelle de char d'assaut qui pivote vers sa cible. Ses yeux se posèrent sur Camille. Camille, qui buvait son thé avec le petit doigt levé, se figea. Maintenant, parlons de vous, mademoiselle Roche. Appelez-moi Camille, je vous en prie, dit-elle avec un sourire charmeur. Nous verrons, dit madame le maire. Vous voulez devenir madame le maire. Vous voulez épouser mon fils. Vous voulez vivre dans cette maison. Oui, c'est notre souhait. C'est une grande responsabilité, dit madame le maire. Être la maîtresse de maison à Versailles, ce n'est pas seulement recevoir des invités et aller chez le coiffeur. C'est un travail à temps plein. Elle posa sa tasse. Elle se pencha légèrement vers Camille. Marie a rempli ce rôle pendant 10 ans. Si vous prenez sa place dans le lit de mon fils, vous devez logiquement prendre sa place dans la gestion de cette maison. C'est la règle. Ici, tout se mérite. Camille eut un petit rire nerveux. Bien sûr, je ferai de mon mieux. Je décorerai le salon, j'organiserai des dîners. Je ne parle pas de décoration, coupa madame le maire. Elle sortit de la poche de sa jupe un petit carnet noir, un carnet que je connaissais bien. C'était le carnet des règles, celui qu'elle m'avait donné le lendemain de mon mariage. Elle l'ouvrit et commença à lire, d'un ton monocorde, comme un notaire lisant un testament. Règle numéro 1, le lever. Elle leva les yeux vers Camille. Le petit déjeuner doit être servi à 6h30 précises. Thomas aime ses œufs brouillés baveux, pas trop cuits. Le pain doit être frais du matin, donc il faut aller à la boulangerie à 6h. Camille s'écarquilla les yeux. 6h, mais pas 6. Mais on peut commander, non ? Non, trancha madame le maire. Pas de nourriture industrielle ici. Et le café doit être moulu à la main. L'arôme est meilleur. Elle reprit sa lecture. Règle numéro 2. Les enfants. Léo et Sophie doivent être réveillés à 7h. Ils doivent être habillés, coiffés
et avoir pris leur petit déjeuner équilibré avant 7h45. C'est vous qui les conduirez à l'école. Mais Thomas a un chauffeur, commença Camille. Le chauffeur est pour l'entreprise, dit madame le maire. L'éducation des enfants est la prérogative de la mère, ou de la belle-mère, dans votre cas. Camille lança un regard inquiet à Thomas. Thomas haussa les épaules. Maman a raison, chérie. Marie faisait ça très bien. C'est important pour les enfants d'avoir une présence féminine. J'eus envie de hurler. Il me jetait sous le bus, et maintenant il jetait sa nouvelle conquête sous le même bus, sans même s'en rendre compte. Madame le maire continua, implacable. Règle numéro 3, l'entretien. La femme de ménage vient 2 fois par semaine pour les gros travaux. Le reste, c'est-à-dire le quotidien, c'est vous. Pardon ? s'étouffa Camille. La poussière, les lits, le rangement des jouets, le linge, Thomas change de chemise chaque jour. Elles doivent être repassées à la vapeur, sans plis. Il déteste les faux plis. Camille posa sa tasse avec un bruit sec. Attendez 1 minute. Thomas m'a dit que vous étiez riche. Pourquoi devrais-je faire le ménage ? Je ne suis pas une bonne. L'air se refroidit instantanément de 10 degrés. Madame le maire ferma doucement son carnet. Elle regarda Camille avec une expression de pitié, mêlée de dégoût. Vous n'êtes pas une bonne, en effet. Vous prétendez être une épouse. Elle se leva, dominant la jeune femme de toute sa hauteur. Dans cette famille, mademoiselle, l'argent ne sert pas à acheter de la paresse. Il sert à bâtir un avenir. Les femmes le maire ne sont pas des poupées de salon. Elles sont le pilier de la maison. Marie l'a fait. Moi-même, je l'ai fait quand mon mari était encore de ce monde. Elle s'approcha de Camille, sa voix devenant un murmure dangereux. Vous avez dit que vous aimiez Thomas. Vous avez dit que vous feriez tout pour cette famille. Était-ce un mensonge ? Camille rougit violemment. Elle était coincée. Si elle refusait, elle passait pour une profiteuse, une femme vénale qui ne voulait que l'argent de Thomas. Si elle acceptait, elle signait son arrêt de mort sociale. Elle regarda Thomas, cherchant du soutien. Mais Thomas, cet imbécile, lui sourit d'un air encourageant. « Allez, ma chérie, ce n'est pas si terrible. Marie n'a jamais eu l'air fatiguée. Tu verras, c'est une question d'organisation. » Je faillis éclater de rire. Jamais eu l'air fatiguée, parce que je cachais mes cernes sous des couches d'anti-cernes, parce que je pleurais sous la douche pour que personne ne m'entende, parce que je prenais des vitamines pour tenir le coup. Camille se retrouva seule face au mur. Son orgueil était en jeu. Elle releva le menton, un geste de défi mal placé. « Très bien, dit-elle, je le ferai. Ce n'est pas un peu de ménage qui va me faire peur. Je prouverai que je peux être une meilleure épouse que Marie sur tous les plans. » Madame le maire sourit. Vraiment, cette fois. « C'est tout ce que je voulais entendre. » Elle tendit le carnet noir à Camille. « Tenez, tout est écrit dedans. Les recettes, les horaires, les allergies des enfants, les numéros des médecins. C'est votre nouvelle Bible. » Camille prit le carnet comme s'il était brûlant. Elle le tint du bout des doigts, ses ongles rouges contrastant avec la couverture noire austère. « Et Marie ?» demanda Camille, agressive. « Qu'est-ce qu'elle va faire pendant que je trime ?» Madame le maire se tourna vers moi. Son regard s'adoucit. « Marie a beaucoup donné. Maintenant, elle va se reposer. Elle va prendre le temps de se retrouver. »« Elle reste ici ?» insista Camille. « Oui, elle logera dans la suite d'amis, au 2e étage. C'est calme, lumineux, parfait pour réfléchir. »« C'est absurde !» s'écria Camille. « Vivre avec l'ex-femme ? C'est ma maison, trancha madame le maire. Si les conditions ne vous conviennent pas, la porte est ouverte. Vous pouvez repartir avec votre valise et laisser Thomas ici. » C'était l'ultimatum. Thomas se tendit. « Camille, s'il te plaît, fais-le pour moi. Maman a ses principes. On ne peut pas la contrarier. » Camille regarda autour d'elle, le luxe, les meubles anciens, l'adresse prestigieuse à Versailles, le statut social. Elle ne voulait pas perdre ça. Elle pensa probablement qu'elle pourrait changer les règles plus tard, une fois mariée, une fois la vieille dame amadouée ou disparue. Elle soupira. « D'accord, j'accepte. » Madame le maire frappa dans ses mains un son sec qui clôtura la discussion. « Parfait, c'est réglé. » Elle regarda sa montre. « Il est 11h. Marie, monte tes affaires dans ta nouvelle chambre. Thomas, appelle ton avocat pour lancer la procédure. » Puis, elle se tourna vers Camille. « Quant à vous, ma chère, il est 11h. C'est l'heure de commencer à préparer le déjeuner. Thomas aime le bœuf bourguignon. Il faut 3 heures de cuisson, donc vous êtes déjà en retard. » Camille resta bouche bée. « Tout de suite ? Mais je viens d'arriver. La faim n'attend pas, » dit madame le maire en se dirigeant vers l'escalier. « La cuisine est au fond du couloir. Ta pièce dans le placard de gauche. Bon courage. » Elle monta les marches sans se retourner. Je restai un instant immobile, observant la scène. Thomas sortit son téléphone, déjà absorbé par autre chose.
laissant Camille plantée là avec son sac Chanel et son carnet noir. Elle regarda la direction de la cuisine avec horreur, comme si c'était une chambre de torture. Je croisai son regard. Pour la première fois, je ne vis plus de triomphe dans ses yeux. Je vis de la panique. Je pris mon sac à main. Je me sentais étrange, toujours triste, toujours blessée. Mais mes épaules semblaient soudainement plus légères. Le fardeau de cette maison, ce poids invisible que je portais depuis 10 ans, venait d'être transféré. Je montai l'escalier à la suite de ma belle-mère. En passant devant Camille, je ne pus m'empêcher de murmurer. Le secret pour les oignons, c'est de les faire revenir doucement. Sinon Thomas a des brûlures d'estomac. Elle me fusilla du regard. Je n'ai pas besoin de tes conseils, siffla-t-elle. Je haussai les épaules. Comme tu voudras. Je continuai mon ascension. Arrivé au palier du premier étage, je vis madame le maire qui m'attendait. Elle ne me regardait pas. Elle regardait un tableau au mur, un portrait de son défunt mari. « Maman » dis-je doucement. Elle se tourna vers moi. Son visage était fatigué, maintenant que le masque de fer était tombé. « Il est idiot, tu sais, dit-elle. Mon fils, il est idiot. »« Je sais, répondis-je. Il pense avoir échangé une vieille voiture contre une neuve, dit-elle avec un sourire triste. Il ne comprend pas qu'il vient d'échanger un moteur contre une carrosserie. » Elle posa sa main sur ma joue, un geste d'une tendresse inouïe qu'elle n'avait jamais eue en 10 ans. « Va te reposer, ma fille. Laisse-les jouer à la dinette. Nous avons des choses plus sérieuses à préparer pour ton avenir. » Elle se détourna et entra dans sa chambre, fermant la porte doucement. Je restai seule dans le couloir. En bas, j'entendis le bruit d'une casserole qui tombait, suivi d'un juron étouffé de Camille. Pour la première fois depuis très longtemps, un petit sourire, faible mais réel, effleura mes lèvres. La guerre avait commencé, mais cette fois, je n'étais pas en première ligne. J'étais dans la tour de contrôle, 1 semaine plus tard. L'hôtel de ville de Versailles. Les murs étaient peints d'un blanc, cassé impersonnel. L'odeur de vieux papier et de cire à parquet flottait dans l'air. C'était un endroit étrange pour mettre fin à 10 ans de vie commune. Pas de cris, pas de larmes, juste le bruit rythmé du tampon de l'officier d'état civil sur les documents. Tampon, tampon, tampon. Chaque coup résonnait comme un clou que l'on enfonce dans un cercueil. Thomas était assis à côté de moi. Il portait un costume bleu marine, celui que je lui avais offert pour Noël, l'année dernière. Il tapotait nerveusement du pied. Il regardait sa montre toutes les 30 secondes. Il était pressé d'en finir, pressé de courir vers sa nouvelle vie brillante. « Madame le maire » appela l'officier. « Enfin, Madame Octobre, devrais-je dire bientôt. » Il me tendit un stylo. Un simple stylo Bill en plastique noir, je le pris. Mes doigts étaient froids, je regardais la ligne en pointillé au bas de la page. Lu et approuvé. C'était si simple. 3 mots pour effacer 3650 jours. 3 mots pour dire que je renonçais à mon titre, à mon statut, à l'homme que j'avais juré d'aimer dans la maladie et la santé. Je sentis le regard de Thomas sur moi, impatient. « Allez, Marie, chuchota-t-il, ne fais pas de scène, signe. » Je levai les yeux vers lui. J'y cherchais une trace de regret. Une lueur de tristesse. Mais il n'y avait rien, juste l'envie de sortir de cette pièce pour aller retrouver Camille. Je pris une profonde inspiration. Et je signai. Marie Octobre. Je reposai le stylo. C'était fait. Je me sentis soudainement légère. D'une légèreté vertigineuse, comme si on venait de me couper les cordes qui me retenaient au sol, mais que je ne savais pas encore voler. « Merci », dit l'officier en récupérant le dossier. « Le jugement de divorce sera prononcé officiellement dans quelques semaines. Mais la séparation de corps est effective immédiatement. » Nous nous levâmes. Nous sortîmes sur le parvis de la mairie. Le ciel était gris, menaçant de pluie. Thomas ajusta sa cravate. Il semblait soulagé, comme un écolier qui vient de finir un examen difficile. « Bon, dit-il, c'est fait. » Il se tourna vers moi, un peu maladroit. « Écoute, Marie, je sais que c'est dur, mais c'est mieux comme ça. Tu verras, tu seras plus heureuse sans avoir à essayer d'être quelqu'un que tu n'es pas. » Je le regardais, incrédule. Il pensait vraiment me rendre service. « Tu as raison, Thomas, » dis-je calmement. « Je n'aurai plus à essayer. » Il sourit, satisfait. « On rentre ?» Camille a préparé un déjeuner spécial pour fêter ça. Fêter ça. Il voulait fêter son divorce avec son ex-femme et sa maîtresse. L'absurdité de la situation me donna envie de rire nerveusement. « On rentre » dis-je. Nous montâmes dans la voiture. Le trajet fut silencieux. Thomas mit la radio pour combler le vide. Une chanson d'amour passait. Il changea de station. Nous arrivâmes à la villa. Dès que je passai le seuil, une odeur âcre me saisit à la gorge. Ce n'était pas l'odeur de cire et de lavande habituelle. C'était une odeur de brûlé, de graisse carbonisée et de fumée. J'entendis des cris venant de la cuisine. « Mais lâche ça, ne touche pas à ça !» C'était la voix de Camille.
Aigu, hystérique, Thomas fronça les sourcils. Qu'est-ce qui se passe? Il se précipita vers la cuisine. Je le suivis, posant mon sac sur la console de l'entrée. La scène qui s'offrit à nous dans la cuisine était digne d'une tragicomédie. La cuisine, habituellement immaculée, ressemblait à un champ de bataille égaté. Il y avait de la farine sur le sol, comme une fine couche de neige sale. Des casseroles s'empilaient dans l'évier. Une fumée noire s'échappait du four. Et au milieu de ce chaos, Camille. Elle portait toujours son tailleur de marque, mais il était taché de sauce tomate. Ses cheveux, d'ordinaire si soyeux, étaient en bataille, collés par la transpiration sur son front. Elle tenait une spatule comme une arme, essayant d'empêcher Léo, mon fils de 8 ans, de tremper son doigt dans un bol de pâte. Sophie, ma fille de 5 ans, était assise par terre, pleurant à chaudes larmes. « Je veux, maman !» hurlait Sophie. « C'est pas bon, ça pue. Je veux, maman !» Camille se tourna vers nous en entendant nos pas. Son visage était rouge de colère et d'épuisement. « Ah, vous voilà !» cria-t-elle. « Faites quelque chose, ces gosses sont des monstres !» Thomas s'arrêta net, choqué. « Camille, qu'est-ce que… » « Ne me demande pas ce que c'est, aboya-t-elle. Ta mère m'a donné une recette de quiche lorraine qui date du Moyen-Âge. Le four ne marche pas comme le mien. Et tes enfants? Tes enfants ont renversé le lait, exprès. Léo courut vers moi et se cacha derrière mes jambes. Maman, elle est méchante, elle a crié sur Sophie. Je posai ma main sur la tête de mon fils. Je sentis son petit corps trembler. Une vague de chaleur protectrice monta en moi. Je regardai Camille. On ne crie pas sur les enfants, Camille, dis-je doucement, mais fermement. Jamais. Toi, à la ferme, cracha-t-elle. Tu as fait ça exprès. Tu les as dressés contre moi. Ça suffit, tonna Thomas. Il regarda autour de lui, dégoûté par le désordre. Lui qui aimait l'ordre par-dessus tout. Lui qui piquait une crise si une fourchette était de travers. Camille, c'est quoi ce bordel? On devait fêter, on devait déjeuner. Mais je fais ce que je peux, pleurnicha Camille, changeant de tactique pour jouer la victime. C'est trop dur, Thomas. Je suis seule. Personne ne m'aide. Ta mère est laissée passer 3 fois pour critiquer la coupe des légumes et elle est repartie. À cet instant, la porte du four, mal fermée, laissa échapper un nouveau nuage de fumée noire. « Ma quiche !» hurla Camille. Elle se précipita, ouvrit le four sans gants et poussa un cri de douleur en se brûlant la main. La quiche était un disque noir, calciné, immangeable. Un silence de mort tomba dans la cuisine. Sophie continuait de renifler. Thomas regarda le désastre. Puis il me regarda. Il y avait une lueur de détresse dans ses yeux. Il avait faim. Il était habitué à rentrer et à mettre les pieds sous la table, devant un plat mijoté parfait. « Marie » commença-t-il. Je sus exactement ce qu'il allait dire. « Marie, peux-tu arranger ça ?»« Marie, fais quelque chose. » Je souris, un sourire glacial. « Je suis désolée, Thomas, dis-je. Je ne travaille plus ici. Je suis invitée, tu te souviens ?» Je me tourna vers mes enfants. « Léo, Sophie, venez. On va aller se laver les mains, et ensuite, je vous emmènerai manger une crêpe en ville. »« Ouais !» cria Léo. « Et nous ?» demanda Thomas, stupéfait. « Vous ?» Je désignai la quiche brûlée. « Vous avez votre repas de fête. Bon appétit. » Je pris mes enfants par la main, et je sortis de la cuisine, laissant derrière moi le couple parfait, au milieu des ruines de leur déjeuner romantique. En montant l'escalier, j'entendis Thomas soupirer. « Putain, Camille, tu ne sais vraiment rien faire ?» Et la voix de Camille, tremblante. « Ne me parle pas comme ça, j'ai mal à la main !» Le soir même, après avoir couché les enfants, une tâche que Camille avait déléguée avec soulagement prétextant sa brûlure, je me retirai dans ma nouvelle chambre. La suite d'amis était plus petite que la chambre principale, mais elle était charmante. Elle donnait sur le jardin arrière, loin du bruit de la rue. J'étais en train de ranger mes vêtements dans l'armoire quand on frappa à la porte. C'était Madame le maire. Elle entra, tenant une enveloppe épaisse à la main. Elle ferma la porte derrière elle et s'assit sur le petit fauteuil en velours bleu. « Le dîner était intéressant, » dit-elle avec un demi-sourire. « Ils ont mangé ?» demandai-je. « Thomas a commandé des sushis. Il déteste les sushis. Il dit que c'est de la nourriture froide. Il était de très mauvaise humeur. Je ne pus réprimer un petit rire. Madame le maire devint sérieuse. Elle me tendit l'enveloppe. « Tiens, qu'est-ce que c'est ? Ouvre. » J'ouvris l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une brochure sur papier glacé et une carte d'étudiant. Institut de gestion et de comptabilité de Paris. Formation accélérée pour adultes. Inscrite, Marie-Octobre. Je levai les yeux vers elle, stupéfaite. « Maman, c'est ton ticket de sortie, » dit-elle. « Mais je n'ai pas fait d'études depuis 15 ans. Je ne sais rien faire d'autre que gérer une maison. Gérer une maison comme celle-ci, avec un budget serré, des exigences élevées et un personnel capricieux, c'est de la gestion d'entreprise, Marie. Tu as plus de compétences que tu ne le crois. »
Elle se pencha en avant. « Écoute-moi bien. Thomas t'a quittée parce qu'il te trouvait acquise. Il te voyait comme un meuble, utile mais sans mystère, sans pouvoir. Ces mots étaient durs mais vrais. Tu vas aller à Paris 3 jours par semaine. Tu vas apprendre à lire des bilans, à gérer des investissements, à comprendre le droit fiscal. Tu vas devenir compétente, redoutable. Pourquoi faites-vous ça ? Demandai-je, la voix tremblante d'émotion. Je ne suis plus votre belle-fille. Madame le maire se leva et s'approcha de la fenêtre. Elle regarda dehors, dans la nuit noire. Quand mon mari m'a trompée, il y a 30 ans, j'ai failli mourir de chagrin. Je voulais tout abandonner, mais j'ai réalisé une chose. Elle se tourna vers moi. La meilleure vengeance n'est pas de crier ou de pleurer. La meilleure vengeance, c'est de devenir celle qu'ils ne pourront jamais ignorer, celle dont ils auront besoin. Elle posa sa main sur mon épaule. Thomas est faible. Il a besoin d'une femme forte. Il pensait la trouver en Camille parce qu'elle a du caractère. Mais il se trompe. Camille est une enfant gâtée. Elle va s'effondrer dès que la vie deviendra difficile. Elle me regarda droit dans les yeux. Toi, Marie, tu as survécu à 10 ans de silence. Tu es faite d'un autre bois. Je parie sur toi. Je serrai la brochure contre ma poitrine. Pour la première fois depuis des mois, je sentis une étincelle s'allumer au fond de mon ventre. Non pas de la colère, mais de l'ambition. Je ne vous décevrai pas, dis-je. Je sais, répondit-elle. Elle se dirigea vers la porte. Ah, au fait, demain matin, lève-toi tôt. Mais pas pour faire le petit déjeuner. Le train pour Paris est à 7h10. Le chauffeur t'y conduira. Et les enfants ? Camille s'en chargera. C'est son tour. C'est écrit dans le carnet. Madame le maire eut un sourire cruel. Léo a piscine demain. Il faut préparer son sac, vérifier son bonnet de bain et lui faire un goûter spécial sans noix. Si elle oublie, il fera une crise. Ce sera éducatif pour elle. Elle sortit. Je restai seule dans la chambre calme. Je regardais la carte d'étudiant. Il y avait ma photo. Une photo d'identité récente, où je ne souriais pas, mais où mon regard était direct. Marie-Octobre. Ce n'était plus le nom d'une victime. C'était le nom d'une étudiante, d'une future femme d'affaires. Je posai la carte sur la table de nuit, à côté de mon réveil. De l'autre côté du couloir, dans la suite parentale, j'entendis des voix étouffées. La voix plaintive de Camille. « Mais chérie, regarde ma main, ça brûle. » Et la voix agacée de Thomas. « Mets de la biafine et éteins la lumière. J'ai une réunion importante demain, j'ai besoin de dormir. Pas de pauvre chérie, pas de baiser magique. » La lune de miel était déjà finie avant même d'avoir commencé. Je m'allongeai dans mon lit, glissant sous les draps frais. Je n'avais pas à me soucier de savoir si Thomas avait besoin d'un verre de seau. Je n'avais pas à me demander si j'avais bien repassé sa chemise bleue. Je n'avais qu'à penser à moi, à mon train de 7h10, à mon avenir. Je fermai les yeux, et pour la première fois depuis 10 ans, je m'endormis avec un sourire aux lèvres. Le renversement était complet. Ils avaient cru me jeter à la poubelle. Ils venaient de me donner des ailes. 3 mois plus tard. Février. L'hiver à Versailles est impitoyable. Ce n'est pas le froid sec et vivifiant de la montagne. C'est un froid humide, gris, qui s'insinue dans les vieux murs de pierre et pénètre jusqu'aux os. 6 heures du matin. Le réveil sonna dans la chambre principale. Une sonnerie stridente, agressive. Une main manucurée, mais dont le vernis était écaillé, tâtonna dans le noir pour l'éteindre. Camille Roche ouvrit un œil. Il faisait nuit noire dehors. Le lit était chaud. Les draps en coton égyptien étaient doux. Tout en elle hurlait de se rendormir, de se blottir contre le corps chaud de Thomas qui ronflait doucement à côté d'elle. C'était elle ici. Mais comment elle ne pouvait pas. Le carnet noir, la règle numéro 1. Le petit déjeuner doit être servi à 6h30. Camille poussa un gémissement de frustration étouffée. Elle rejeta la couette et posa ses pieds nus sur le parquet glacé. Le frisson remonta le long de ses jambes. « Putain de maison !» murmura-t-elle. Elle enfila un peignoir à la hâte. Ce n'était plus le peignoir en soie sexy qu'elle portait les premières semaines. C'était un gros peignoir en éponge, taché de javel au niveau de la manche. Elle se dirigea vers la salle de bain. Elle alluma la lumière crue au-dessus du miroir. Le reflet qui la regarda lui fit peur. Où était la mademoiselle Roche étincelante d'il y a 3 mois, celle qui faisait se retourner les têtes dans la rue? La femme dans le miroir avait le teint gris. Des cernes violets creusaient ses yeux. Ses cheveux, qu'elle n'avait pas eu le temps de faire teindre depuis 6 semaines, montraient une racine plus sombre, terne. Et ses mains? Elle regarda ses mains. La peau était sèche, irritée par les produits ménagers. 2 ongles étaient minces, cassés à ras. Madame le maire avait interdit les gants en caoutchouc pour la vaisselle en cristal. « On ne sent pas si c'est propre avec des gants », avait-elle dit, vieille sorcière.
Camille s'aspergea le visage d'eau froide. « Tiens bon, se dit-elle, c'est temporaire. Dès que tu seras marié, tu changeras les règles. Tu vireras la vieille. Tu engageras une armée de domestiques. » C'était son mantra, son seul espoir. Elle descendit à la cuisine. La maison était silencieuse, vaste et menaçante. Elle alluma la cafetière. Elle sortit le beurre, la confiture, le pain qu'elle avait acheté la veille. Elle avait arrêté d'aller à la boulangerie à 6 heures, prétextant que le pain rassis grillé, c'est meilleur pour la digestion. Thomas n'avait rien remarqué. Thomas ne remarquait plus grand-chose. D'ailleurs, elle cassa des œufs dans une poêle. L'odeur de gras lui souleva le cœur. Soudain, la porte de la cuisine s'ouvrit. Ce n'était pas Thomas, c'était Marie. Camille se figea, la spatule en l'air. Marie était déjà habillée, et pas en tenue de maison. Elle portait un pantalon tailleur noir, parfaitement coupé, un chemisier blanc impeccable et un manteau camel élégant. Elle avait coupé ses cheveux. Un carré long, moderne, qui dégageait son cou et mettait en valeur ses pommettes. Elle se maquillait différemment aussi, plus affirmée. Elle rayonnait. À 6h20 du matin, alors que Camille ressemblait à un zombie, Marie ressemblait à une couverture de magazine Elle Business. « Bonjour Camille », dit Marie d'une voix claire. Elle se dirigea vers la machine à café, se servit une tasse dans son propre mug thermique. « Tu vas où comme ça ?» grogna Camille, jalouse de cette fraîcheur insolente. « À Paris », répondit Marie en vissant le couvercle de son mug. « J'ai un examen de comptabilité analytique à 9h et une réunion de groupe après. »« Encore ?» Camille renifla. « Tu passes ta vie là-bas. Tu ne t'occupes même plus de tes enfants. » Marie se tourna vers elle, s'embrasser vers elle. Son regard était calme, dénué de culpabilité. « Je m'occupe d'eux le soir et le week-end, comme convenu. Le matin, c'est ton tour. C'est dans le contrat. Non ?» Camille serra les dents. « Ils ont demandé après toi hier soir. Sophie a pleuré. C'était un mensonge. Sophie avait regardé un dessin animé et s'était endormie comme une masse. Camille voulait juste faire mal. Marie ne sia pas. Sophie est une fille sensible, mais elle s'adapte. Elle voit sa mère travailler, étudier, construire quelque chose. C'est un meilleur exemple que de me voir passer le balai toute la journée. » Elle regarda la poêle. « Attention, tes œufs accrochent. Tu as mis le feu trop fort. Mêle-toi de tes affaires. » cracha Camille, l'embaissant le feu précipitamment. Marie eut un petit sourire amusé. « Bonne journée, Camille. N'oublie pas, aujourd'hui c'est mardi. Léo a gym. Il faut son short bleu, pas le noir. » Elle prit son sac en cuir, un nouveau sac, pas du luxe tape à l'œil, mais du cuir italien de qualité, et sortit de la cuisine. Le claquement de ses talons sur le carrelage résonna comme une musique militaire. Camille resta seule avec ses œufs brouillés trop cuits. Elle eut envie de jeter la poêle à travers la fenêtre. Comment était-ce possible? Elle avait gagné l'homme, elle avait gagné la maison. Alors pourquoi avait-elle l'impression d'être la servante et Marie la princesse? Paris, quartier de la Défense. Marie sortit de la gare RER. Le vent s'engouffrait entre les tours de verre et d'acier, mais elle ne le sentait pas. Elle aimait cet endroit. Elle aimait l'énergie qui s'en dégageait. Ici, personne ne savait qu'elle était une divorcée de Versailles. Personne ne savait qu'elle avait passé 10 ans à choisir des nappes et à organiser des goûters d'anniversaire. Ici, elle était juste Marie, l'étudiante du premier rang, celle qui posait des questions pertinentes, celle qui rendait ses devoirs à l'heure. Elle entra dans le hall de l'école. « Salut Marie !» Un jeune homme, la vingtaine, lui fit un signe de la main. C'était Lucas, un camarade de classe. « Prête pour l'examen ?» demanda-t-il. « Je crois, sourit-elle. J'ai révisé les tableaux de flux de trésorerie jusqu'à 2h du matin. »« Tu es une machine, » rit Lucas. « Sérieux, comment tu fais ? Avec tes enfants, le trajet ?»« C'est une question d'organisation, » répondit-elle, reprenant inconsciemment les mots de son ex-mari, mais avec un sens nouveau. Elle entra dans l'amphithéâtre. Elle s'assit à sa place habituelle. Elle sortit ses stylos, sa calculatrice. Ses objets, ils étaient ses armes. Chaque formule apprise, chaque concept maîtrisé était une brique qu'elle posait pour reconstruire son estime de soi. Le professeur entra. L'examen commença. Pendant 3 heures, Marie oublia Thomas. Elle oublia Camille. Elle oublia les jugements de sa mère. Elle n'était que logique, chiffres et déduction. Et elle était douée pour ça. Madame le maire avait raison. Gérer une maison bourgeoise avec un budget strict était une excellente école de gestion. Marie comprenait les coûts cachés, l'amortissement, la gestion des stocks mieux que ces jeunes étudiants qui n'avaient jamais payé une facture d'électricité de leur vie. À la pause de midi, son téléphone vibra. Un message de Madame le maire. Reçu le bulletin de Léo. Excellent en maths. Moins bien en comportement. Il a dit à la maîtresse que sa nouvelle maman brûlait tout. J'ai ri. Continue tes efforts. Bis. Maman. Marie éclata de rire devant son écran, attirant les regards curieux des autres étudiants.
Nouvelle maman brûlait tout, c'était mesquin de rire, mais Dieu que ça faisait du bien. Retour à Versailles, 19 heures. L'ambiance dans la villa était électrique. Thomas venait de rentrer. Il était de mauvaise humeur, il avait perdu un client important aujourd'hui, un contrat de 50 000 € qui lui était passé sous le nez. Il avait besoin de réconfort, il avait besoin de calme, il avait besoin d'ordre. Au lieu de cela, il trouva le chaos. Dans le salon, des jouets traînaient partout, des Lego assassins guettaient ses pieds fatigués. La télévision hurlait un dessin animé. Sophie sautait sur le canapé en criant. Et Camille était affalée dans un fauteuil, un verre de vin à la main, scrollant frénétiquement sur son téléphone. Elle n'avait même pas levé la tête quand il était entré. « Bonsoir, dit Thomas sèchement, posant sa mallette. Camille sursauta. « Ah, t'es là, t'es tôt. Il est 19 heures, Camille. C'est l'heure normale. » Il regarda autour de lui. « Pourquoi la table n'est pas mise ?» Camille soupira, un soupir long et théâtral. « Parce que je n'ai pas eu le temps. Sophie a fait une crise pour ses cheveux, la machine à laver a débordé et ta mère m'a fait recommencer le repassage de tes chemises 3 fois. » Elle se leva, vacillante. Elle avait déjà bu 2 verres. « Je suis épuisée, Thomas. Je ne suis pas une esclave. » Thomas serra les mâchoires. Il compara mentalement cette scène avec ses souvenirs d'il y a 6 mois. Quand il rentrait, la maison sentait la cire et le bœuf mijoté. Marie venait l'embrasser, lui prenait sa veste, lui demandait comment s'était passée sa journée. Les enfants étaient lavés, calmes, faisant leurs devoirs. Il pensait que c'était naturel, que ça se faisait tout seul. Il réalisait maintenant que c'était de la magie noire, ou un travail acharné qu'il n'avait jamais vu. « On mange quoi ?» demanda-t-il, résigné. « J'ai commandé des pizzas, dit Camille. « Encore ?» Thomas explosa. « Ça fait 3 fois cette semaine. J'ai du cholestérol, Camille, et les enfants ne peuvent pas manger ça tout le temps. »« Eh bien, fais-la toi-même, ta cuisine bio !» hurla Camille. « Moi, j'en ai marre. » La porte d'entrée s'ouvrit à ce moment précis. Marie entra. Elle apportait avec elle une bouffée d'air frais et une odeur subtile de parfum. Santal 33, un parfum qu'elle s'était offert avec sa première paye de stagiaire. Elle vit la scène. Thomas rouge de colère. Camille au bord des larmes. Les cartons de pizza graisseux sur la table basse, Louis XV. Elle ne dit rien. Elle enleva son manteau avec élégance. « Bonsoir tout le monde, dit-elle doucement. Les enfants, entendant sa voix, lâchèrent tout à vers d'elle. « Maman, maman !» Ils se jetèrent dans ses bras. Marie s'accroupit, serrant ses enfants contre elle, fermant les yeux un instant pour puiser de la force dans leur étreinte. « Coucou mes amours, vous avez été sages ?» Camille, elle est son manteau, qu'elle est tout le temps sur son téléphone, rapporta Léo immédiatement. Et on mange encore de la pizza. Marie se releva, caressant les cheveux de son fils. Elle regarda Thomas. Thomas la regardait. Il la regarda vraiment. Il vit la coupe de cheveux, le maquillage, l'éclat dans ses yeux qu'il n'avait pas vu depuis leur rencontre. Elle était belle, plus belle qu'il y a 10 ans, parce qu'elle était inaccessible. « Tu as changé, » dit Thomas malgré lui. « J'évolue, » corrigea Marie. Elle se tourna vers Camille. « Les enfants ont besoin de légumes, Camille. Il y a de la soupe que maman a préparée hier dans le frigo. Ça prend 2 minutes à réchauffer. »« Je ne suis pas ta bonne, » répéta Camille pour la 1000e fois. « Non, » dit Marie calmement. « Tu es la femme qui voulait ma place. Assume-la. » Elle prit la main des enfants. « Allez, venez avec moi en haut. Je vais vous lire une histoire pendant que papa et Camille dînent. » Elle les emmena, laissant le couple seul dans le salon, en désordre. Thomas regarda sa pizza froide. Il regarda Camille, qui se resservait du vin. Une pensée terrifiante traversa son esprit. Qu'est-ce que j'ai fait? Le lendemain soir, le bureau de Madame le maire, c'était la pièce la plus sacrée de la maison. Des murs tapissés de livres, un bureau massif en chêne, une odeur de vieux cuir et de tabac froid, le souvenir du père de Thomas. Marie frappa à la porte. « Entrez !» Madame le maire était assise derrière son bureau, éclairée par une lampe verte. Elle examinait des factures avec une loupe. « Ah, Marie, assieds-toi. » Marie s'assit. « Comment ça se passe à l'Institut ?»« Bien. Je suis major de ma promotion pour le 1er module. » Madame le maire ne sourit pas, mais ses yeux brillèrent. « C'est normal, tu as mon sang. Enfin, spirituellement. » Elle posa sa loupe. « J'ai une proposition à te faire. » Marie se redressa. « Je t'écoute. »« L'entreprise va mal, » dit Madame le maire sans détour. « La branche de distribution à Versailles perd de l'argent depuis 6 mois. Thomas n'a pas la vision. Il gère ça comme un club social, pas comme un business. » Marie garda le silence. Elle savait que Thomas préférait les déjeuners d'affaires aux tableaux Excel. « J'ai besoin de quelqu'un de confiance pour auditer la boutique principale. »
quelqu'un qui ne va pas me mentir pour protéger Thomas, quelqu'un qui connaît la valeur de l'argent. Elle poussa un dossier vers Marie. Je veux que tu fasses ton stage de fin d'année chez nous, en tant qu'auditrice interne, sous mes ordres directs. Marie regarda le dossier. Thomas ne va pas accepter. Il va se sentir humilié si son ex-femme vient vérifier ses comptes. Thomas est un employé, trancha madame le maire. Je suis la propriétaire. Et toi, tu es ma future directrice financière, si tu continues comme ça. Elle croisa les mains. Alors, tu as peur de lui? Marie réfléchit. Travailler avec Thomas, le voir tous les jours au bureau, cela pouvait être un cauchemar. Mais c'était aussi l'occasion ultime. L'occasion de prouver, noir sur blanc, chiffres à l'appui, qu'elle était plus compétente que lui. L'occasion de inverser définitivement le rapport de force. Marie posa sa main sur le dossier. Elle sourit. « Non, maman, je n'ai plus peur de lui. Je pense même que ça va être instructif. » Madame le maire hocha la tête. « Bien. Tu commences lundi. Prépare tes tailleurs. Je veux que tu sois irréprochable. » Au même moment, dans la chambre principale, Camille était assise devant sa coiffeuse. Elle regardait une photo sur Instagram. C'était une photo de Léna Morel, une influenceuse qu'elle suivait, en vacances aux Maldives. Léna avait l'air si heureuse, si libre. Camille regarda sa propre vie, enfermée dans cette maison-musée, avec un mari qui devenait de plus en plus distant et critique, une belle-mère tyrannique et une ex-femme qui devenait chaque jour plus magnifique et plus menaçante. « Je ne vais pas me laisser faire », murmura-t-elle. Elle ouvrit un tiroir secret de sa coiffeuse. Elle en sortit une plaquette de pilules contraceptives. Elle regarda la date. Elle n'avait pas pris sa pilule depuis 2 semaines. Un bébé, pensa-t-elle. C'est la seule solution. Si je suis enceinte, la vieille ne pourra plus me faire travailler comme une chienne. Thomas sera obligé de m'épouser tout de suite. Et Marie sera définitivement dehors. Un sourire tordu apparut sur son visage. C'était un plan désespéré, un plan dangereux. Mais c'était tout ce qui lui restait. Elle entendit Thomas entrer dans la chambre. Elle rangea précipitamment les pilules. Elle se retourna, composant un sourire séducteur sur son visage fatigué. « Thomas » ronronna-t-elle. « Tu viens au lit ? J'ai besoin de réconfort. » Thomas la regarda. Il avait l'air las. Mais il était un homme. « D'accord, » dit-il sans enthousiasme. « Mais éteins la lumière. J'ai mal à la tête. » Dans l'obscurité de la chambre, Camille ferma les yeux et pria. Non pas pour l'amour, mais pour un test de grossesse positif. C'était sa dernière carte. Lundi matin, 8h30. Le siège social de Lemaire & Fils se trouvait dans un immeuble haussmannien rénové, au cœur de Versailles. C'était un endroit qui sentait l'argent ancien, parquet qui craque, moulure au plafond, portrait d'ancêtres sévères accrochés au mur. Thomas le maire arriva comme à son habitude, à 9h10, un café à la main, l'air pressé de quelqu'un qui n'a rien de précis à faire, mais qui veut le faire savoir. Il salua la réceptionniste d'un signe de tête distrait. « Bonjour, monsieur le maire. Madame le maire vous attend dans la salle de réunion. » Thomas grimaça. Une réunion le lundi matin, sa mère savait pourtant qu'il détestait ça. Le lundi, c'était pour se remettre du week-end. Il ajusta sa cravate et se dirigea vers la salle de conférence vitrée. Il poussa la porte. « Bonjour maman, j'espère que c'est important. J'ai un déjeuner avec... » Il s'arrêta net. Sa mère n'était pas seule. Au bout de la table, assise devant un ordinateur portable ouvert, il y avait une femme. Elle portait un tailleur pantalon bleu marine, une chemise en soie crème, et des lunettes à monture fine qu'il ne lui avait jamais vues. Elle tapait sur le clavier avec une rapidité et une précision effrayantes. Thomas cligna des yeux. « Marie ?» La femme leva la tête. Elle remonta ses lunettes sur son nez. « Bonjour Thomas », dit-elle. Sa voix était différente ici, plus grave, plus posée, dénuée de toute émotion domestique. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Thomas, un rire nerveux au bord des lèvres. « Tu es venu m'apporter un truc que j'ai oublié. Mes clés, mon chargeur. » Il ne pouvait pas concevoir autre chose. Pour lui, Marie était une extension de la maison. Si elle était ici, c'était forcément pour un service domestique. Madame le maire, assise en bout de table, prit la parole. « Assieds-toi, Thomas. » Thomas s'assit, le regard toujours fixé sur son ex-femme. « Marie n'est pas là pour t'apporter tes clés, » dit madame le maire. À partir d'aujourd'hui, Marie rejoint l'entreprise en tant qu'auditrice interne stagiaire. Thomas écarquilla les yeux. « Pardon ? Tu m'as bien entendu, les chiffres du magasin de Versailles sont catastrophiques depuis 6 mois. J'ai besoin de quelqu'un de confiance pour éplucher les comptes. » Marie a validé son premier module de comptabilité avec les félicitations du jury. Elle s'occupera de l'audit. Thomas devint rouge brique. « C'est une blague ? Maman, c'est mon ex-femme. Tu ne peux pas faire ça. C'est un conflit d'intérêts. » « Au contraire, » répondit calmement Marie. « Je connais tes habitudes de dépenses mieux que personne, Thomas. Qui mieux que moi pour savoir où l'argent disparaît ?
Thomas se leva brusquement, renversant presque sa chaise. « Je refuse. Je suis le directeur général de cette agence. Je ne vais pas me faire fliquer par la femme qui repassait mes caleçons la semaine dernière. » Madame le maire frappa la table du plat de la main. Un bruit sec, autoritaire. « Tu es directeur parce que je t'ai nommé, Thomas. Et je peux te révoquer demain, si je le veux. L'entreprise perd de l'argent. Si tu n'as rien à te reprocher, la présence de Marie ne devrait pas te déranger. » Elle le fixa de son regard d'acier. « As-tu quelque chose à te reprocher ?» Thomas ouvrit la bouche, puis la referma. Il regarda Marie. Elle le regardait avec un calme olympien, un stylo suspendu au-dessus de son carnet. Elle n'était plus la petite souris apeurée. Elle était un chat, et il commençait à se sentir comme une souris. « Non, marmonna-t-il en se rasseyant, je n'ai rien à me reprocher. »« Parfait, » dit Marie. « Dans ce cas, j'aurai besoin de l'accès complet à tes notes de frais et aux factures fournisseurs des 6 derniers mois. Je passerai dans ton bureau à 10 heures. » Elle se remit à taper sur son ordinateur. Thomas réalisa avec horreur que la réunion était finie pour elle. Il était congédié. Par sa propre femme. 10 heures. Le bureau de Thomas était un capharnaüm de dossiers empilés, de tasses de café à moitié vides et de gadgets de golf. Marie entra sans frapper. « Toc toc » dit-elle sans sourire. Thomas sursauta. Il était en train d'envoyer un message vocal à Camille pour se plaindre. « Tu n'as pas le droit d'entrer comme ça. »« J'ai les clés » dit Marie en montrant un trousseau brillant. « Passe-partout direction. Maman me l'a donné. » Elle s'approcha du bureau. Elle ne s'assit pas. Elle resta debout, dominant la situation. Les notes de frais. Thomas. Il ouvrit un tiroir avec rage et jeta une chemise cartonnée sur le bureau. « Tiens, régale-toi. Tu verras que tout est professionnel. » Marie ouvrit le dossier. Elle commença à feuilleter les reçus. Ses yeux parcouraient les lignes rapidement. Silence. Seul le bruit du papier contourne. Thomas essayait de paraître détendu, mais une goutte de sueur perlait sur sa tempe. « Intéressant, » dit Marie. Elle sortit un reçu. Le 14 janvier, déjeuner d'affaires. Le Grand Véfour à Paris. 450 €. 2 couverts. Elle leva les yeux vers lui. « C'était avec qui ?»« C'était avec Monsieur Dupuis, le fournisseur de fromage. » Marie sourit, un sourire froid. « Monsieur Dupuis est en Ardèche depuis décembre pour sa rééducation de la hanche. J'ai envoyé une carte de vœux à sa femme. Elle m'a répondu qu'il ne pouvait pas voyager. » Thomas blêmit. « Ah, alors c'était peut-être Dubois, le gars des vins. J'ai confondu. » Marie sortit un autre reçu. « Le 14 janvier, c'était aussi le jour où j'ai trouvé un ticket de parking rue de Rivoli dans ta poche, juste à côté de la bijouterie où tu as acheté le bracelet de Camille. » Elle posa le reçu sur le bureau. « Tu as emmené ta maîtresse déjeuner dans un restaurant 2 étoiles et tu as fait passer ça en frais professionnels. C'est de l'abus de biens sociaux, Thomas. C'est pénal. » Thomas se leva, tremblant de rage et de peur. « Tu vas me dénoncer? À ta propre famille? »« Je travaille pour la grande entreprise, » dit Marie. « L'entreprise n'est pas toi. L'entreprise, c'est l'héritage de tes enfants. » Elle ferma le dossier. « Je ne vais rien dire à maman pour l'instant. Je vais te laisser une chance de rembourser. » « Rembourser? Tu vas faire un virement personnel sur le compte de la société pour couvrir toutes ces dépenses injustifiées. D'ici la fin de la semaine. Mais ça fait des milliers d'euros. Je n'ai pas cet argent liquide. Camille a voulu refaire la décoration de la chambre. On a changé la voiture. » Marie haussa les épaules. « C'est ton problème. Vends tes clubs de golf. Ou demande à Camille de rendre son sac Chanel. » Elle se dirigea vers la porte. « Marie, attends, » supplia Thomas. « Ne sois pas cruelle. On a vécu 10 ans ensemble. » Elle s'arrêta, la main sur la poignée. Elle se tourna lentement. « Justement, Thomas, on a vécu 10 ans ensemble. Je sais que tu es capable de mentir en me regardant dans les yeux. Je sais que tu es capable de me jeter comme une vieille chaussette. » Son regard était si intense que Thomas recula. « Tu voulais une femme moderne, Thomas? Une femme qui travaille? Une femme indépendante ?» Elle sourit. « Tu l'as devant toi. Et devine quoi? Elle est ton auditrice. Bon courage pour trouver l'argent. » Elle sortit, le laissant seul avec sa panique et ses factures. Pendant ce temps, à la villa. Midi. Camille était allongée sur le canapé du salon, un magazine People à la main. Elle n'avait pas fait le ménage. Elle n'avait pas préparé le déjeuner. Elle s'en fichait. Elle avait un plan. Ce matin, elle avait vomi. Vraiment vomi. Pas du cinéma. Elle avait regardé le test de grossesse acheté à la pharmacie. 2 barres. Positif. Elle avait pleuré de soulagement. Ce petit bâtonnet en plastique était son passeport. Son immunité diplomatique. Elle caressa son ventre plat. « Tu vas me sauver, toi, » murmura-t-elle. « Grâce à toi, je ne serai plus jamais la boniche. » La porte d'entrée s'ouvrit. C'était Madame le maire qui rentrait pour le déjeuner. Elle entra dans le salon, vit Camille allongée,
et le désordre ambiant. « Camille, dit-elle sèchement, pourquoi le déjeuner n'est-il pas prêt? Et pourquoi y a-t-il encore de la poussière sur le piano ?» Camille se redressa lentement. Elle ne baissa pas les yeux cette fois. Elle sourit, un sourire mystérieux, presque arrogant. « Je suis désolée, madame le maire, je ne me sentais pas très bien ce matin. »« Nous avons tous nos fatigues, » répliqua madame le maire. « Ce n'est pas une excuse. C'est une fatigue spéciale, » dit Camille. Elle posa ostensiblement ses mains sur son ventre. Madame le maire s'arrêta. Son regard de rapace se posa sur le ventre de Camille. Elle comprit immédiatement. « Tu es enceinte ?» demanda-t-elle sans aucune trace de joie dans la voix. « Oui, dit Camille triomphante. J'ai fait le test ce matin. Thomas va avoir un autre enfant. Votre petit-fils ou petite-fille ?» Elle attendait des félicitations, ou au moins un changement d'attitude. On ne fait pas travailler une femme enceinte, n'est-ce pas? Madame le maire s'approcha. Elle ne sourit pas. Elle observa Camille comme on observe un insecte sous un microscope. « C'est rapide, dit-elle. C'est l'amour, répondit Camille. « Ou le calcul, trancha madame le maire. Le sourire de Camille vacilla. « Comment osez-vous ?»« Écoute-moi bien, ma petite, dit madame le maire en se penchant vers elle. Un enfant est une bénédiction, certes. Mais dans cette famille, un enfant n'est pas un chèque en blanc. » Elle se redressa. « Tu es enceinte? Bien. Cela veut dire que tu dois prendre soin de toi. Plus d'alcool, plus de sorties tardives, une alimentation stricte et bio. » Elle regarda autour d'elle. « Et l'activité physique modérée est recommandée par les médecins. Le ménage est excellent pour la circulation sanguine. Tant que le médecin ne t'a pas alité, tu continues tes tâches. » Camille resta bouche bée. « Quoi? Mais c'est dangereux. Nos grands-mères travaillaient dans les champs jusqu'à l'accouchement, dit madame le maire. Passer l'aspirateur ne va pas tuer cet enfant. Au contraire, ça lui apprendra la valeur du travail dès le ventre de sa mère. » Elle se dirigea vers la cuisine. « Puisque tu n'as rien préparé, je vais me faire une omelette. Ce soir, nous fêterons cette nouvelle, avec Marie et Thomas. » Elle disparut. Camille serra les poings si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans sa paume. Cette vieille était un monstre. Mais Camille n'avait pas dit son dernier mot. Elle allait utiliser cette grossesse pour manipuler Thomas. Thomas était faible. Il allait la protéger. Il allait exiger qu'elle soit traitée comme une reine. Le soir, 20 heures, l'ambiance autour de la table de salle à manger était plus glaciale qu'une morgue. Thomas était pâle. Il pensait à l'ultimatum de Marie et aux milliers d'euros qu'il devait trouver. Marie mangeait sa soupe avec appétit, sereine, élégante. Madame le maire présidait, silencieuse. Camille n'avait presque rien touché. Elle attendait le bon moment. « J'ai une nouvelle, » dit soudain Camille, sa voix brisant le silence. Thomas leva la tête, l'air absent. « Camille prit la main de Thomas sur la table. Elle le regarda avec des yeux humides, brillants d'émotions feintes. « Chérie, nous allons avoir un bébé. » Thomas se figea. Sa fourchette tomba dans son assiette avec un bruit de porcelaine cassée. Il regarda Camille, puis il regarda Marie, la mère de ses 2 premiers enfants, celle qui venait de le menacer de poursuites pénales. Puis il regarda sa mère. « Un bébé ?» bégaya-t-il. « Maintenant ?» Ce n'était pas la réaction qu'espérait Camille. Elle s'attendait à de la joie, des pleurs, pas à cette terreur pure. « Tu n'es pas content ?» demanda-t-elle, sa voix montant dans les aigus. « Si, bien sûr, dit Thomas précipitamment. C'est juste, c'est soudain, avec les finances, le divorce qui n'est pas fini. »« Félicitations, dit Marie. Sa voix était calme. Elle leva son verre d'Otil, à la santé du futur bébé. Elle but une gorgée. Son indifférence était la pire des insultes. Cela voulait dire « Ta vie ne m'atteint plus. Tu peux avoir 10 enfants avec elle. Cela ne me fera pas mal. » Thomas se sentit piqué au vif. Elle ne l'aimait donc plus du tout. « Oui, félicitations, dit madame le maire. » Elle posa sa serviette. Cependant, comme nous sommes dans une situation juridique complexe avec le divorce et l'héritage. Elle marqua une pause. « J'ai pris rendez-vous demain matin à 8 heures avec le docteur Lambert, notre médecin de famille. »« Pourquoi ?» demanda Camille sur la défensive. « J'ai déjà fait un test. »« Un test de pharmacie n'est pas une preuve légale, » dit madame le maire. « Et ?» Elle plongea son regard dans celui de Camille. « Étant donné que tu fréquentais encore ton ex-petit ami musicien 2 semaines avant de t'installer ici, nous devons être sûrs de la paternité. » Un silence de bombe atomique tomba sur la table. Thomas tourna lentement la tête vers Camille. « Quoi? Tu voyais encore Julien ?» Camille blêmit. « Non, enfin, juste pour lui rendre ses affaires. C'est tout. Il ne s'est rien passé. »« Maman a des détectives très efficaces, » dit Marie doucement, comme si elle parlait de la météo. Elle ne laisse rien au hasard quand il s'agit de la lignée Le Maire. C'était un bluff. Marie le savait. Madame Le Maire n'avait pas de détective.
Elle avait juste une intuition diabolique et une capacité à repérer les menteurs. Mais Camille ne le savait pas. Camille paniqua. « C'est insultant !» cria-t-elle. « Vous me traitez de traînée. Je te traite de femme qui a un passé, corrigea madame le maire. Demain, 8 heures, prise de sang. Si l'enfant est de Thomas, il aura sa part d'héritage. Sinon, elle laissa la phrase en suspens. Thomas retira sa main de celle de Camille. Le doute était semé. Et le doute, c'est comme de l'acide, ça ronge tout. Tu es sûr que c'est de moi demanda Thomas à voix basse. Camille le regarda, horrifiée. Tu oses me demander ça, après tout ce que j'ai fait pour toi? Tu n'as rien fait pour lui, intervint Marie, à part brûler sa cuisine et dépenser son argent. Elle se leva. Excusez-moi, j'ai un dossier d'audit à finir. Il y a des irrégularités fascinantes dans les comptes de janvier. Elle adressa un clin d'œil subtil à Thomas. Thomas déglutit difficilement. Il était pris entre deux feux. D'un côté, une maîtresse enceinte peut-être infidèle qui lui coûtait une fortune. De l'autre, une ex-femme brillante, dangereuse, qui tenait son avenir professionnel entre ses mains. Et au bout de la table, sa mère, l'arbitre suprême, qui regardait le spectacle avec un détachement effrayant. « Je n'ai plus faim, » dit Thomas. Il se leva et sortit de la pièce, laissant Camille seule, en larmes, sous le regard impitoyable des deux femmes le maire. Marie regarda sa belle-mère. « Bien joué pour le musicien, » murmura-t-elle en passant. « C'était vrai ? Je l'ai vu sur son Facebook avant qu'elle ne le passe en privé, » répondit madame le maire en sirotant son vin. « L'information, c'est le pouvoir, ma fille. » Marie sourit. Elle montait les escaliers vers sa chambre, non plus comme une invitée, mais comme la véritable maîtresse du jeu. En bas, Camille pleurait. Mais personne ne l'écoutait. La valeur d'une femme ne se mesure pas à sa capacité à séduire un homme. Elle se mesure à sa capacité à survivre quand l'homme faillit. Et Marie était en train de devenir une survivante de classe mondiale. Le cabinet du docteur Lambert. Une odeur d'éther et de vieux magazines. Thomas était assis au bord d'une chaise en plastique orange, les genoux qui tremblaient frénétiquement. Camille était assise en face de lui. Elle était pâle. Elle ne portait pas de maquillage sur ordre de madame le maire qui voulait voir sa vraie mine. Madame le maire était debout près de la fenêtre, regardant la rue, immobile comme une statue de commandeur. La porte s'ouvrit. Le docteur Lambert, un homme aux cheveux blancs et aux lunettes épaisses, entra avec un dossier à la main. Il connaissait Thomas depuis sa naissance. Il avait soigné ses oreillons, sa varicelle. Et maintenant, il allait diagnostiquer sa vie sentimentale. Alors, dit le docteur en s'asseyant derrière son bureau, il ajusta ses lunettes. La grossesse était confirmée. 8 semaines d'aménorrhée. Thomas fit un calcul rapide dans sa tête. 8 semaines, 2 mois. C'était juste après leur rencontre officielle. Mais c'était aussi la période où Camille voyait encore Julien, le guitariste, pour récupérer ses affaires. C'est bien, non ? demanda Camille d'une petite voix. Le fœtus se développe normalement, dit le docteur. Cependant, il regarda Thomas par-dessus ses lunettes. Compte tenu du groupe sanguin de la mère, O négatif, et du vôtre, Thomas, A positif, il y a des précautions à prendre, mais il y a une anomalie dans les marqueurs. Une anomalie ? Madame le maire se retourna. Rien de grave pour la santé, rassura le docteur. Mais cela suggère une date de conception légèrement antérieure à ce que vous m'avez dit, mademoiselle Roche. Le silence dans la pièce devint assourdissant. Antérieure de combien ? demanda Thomas, la gorge sèche. 1 semaine, peut-être 10 jours. 10 jours. Thomas ferma les yeux. Il y a 2 mois et 10 jours. Que jour sans our. Il était en séminaire à Lyon. Il n'avait pas vu Camille cette semaine-là. Mais Julien, lui, était à Versailles. Camille devint écarlate. Les dates, c'est pas une science exacte, bafouilla-t-elle. Et puis le stress, ça peut jouer. Le docteur haussa les épaules. C'est possible, la médecine n'est pas mathématique. Mais si vous voulez une certitude sur la paternité, il faudra attendre la naissance pour un test ADN fiable, sans risque pour l'enfant. Ou faire une amniosynthèse. Mais je le déconseille fortement à ce stade. On attendra, trancha madame le maire. Elle s'approcha de Camille. En attendant le doute, l'enfant bénéficie de la présomption d'innocence. Mais toi, Camille, tu es en liberté surveillée. Thomas se leva. Il ne regarda pas Camille, il avait envie de vomir. Il avait quitté une femme fidèle, dévouée, irréprochable, pour une fille qui portait peut-être l'enfant d'un guitariste fauché. « Je dois retourner au bureau, dit-il froidement. J'ai du travail. » Il sortit sans attendre les autres. Camille fondit en larmes dans le cabinet. « C'est pas juste, vous êtes tous contre moi. » Madame le maire la regarda pleurer sans aucune émotion. « Les larmes ne changent pas l'ADN, ma petite. Lève-toi. Nous avons un dîner de gala à préparer pour la semaine prochaine. Et puisque tu es enceinte,
Tu ne pourras pas porter ta robe moulante rouge. Il va falloir trouver autre chose, quelque chose de décent. Une semaine plus tard, le gala annuel de la Chambre de commerce de Versailles. C'était l'événement de l'année. Tout le gratin local y était. Les entrepreneurs, les politiques, les notables. Thomas le maire se devait d'y être. C'était là que se signaient les contrats pour l'année suivante. D'habitude, Marie s'occupait de tout. Elle choisissait sa cravate, elle gérait les invitations, elle connaissait le nom de la femme du préfet et la date d'anniversaire du banquier. Elle était son disque dur externe social. Ce soir, Thomas était seul devant son miroir. Il n'arrivait pas à faire son nœud de papillon. Ses mains tremblaient trop. « Camille » appela-t-il. Camille entra dans la chambre. Elle portait une robe verte ample, un peu vieillotte, que madame le maire avait sortie d'une malle au grenier. Pour cacher le ventre et ne pas provoquer les ragots, avait-elle dit. Camille ressemblait à une lampe de chevet victorienne. Elle boudait. « Quoi ? Aide-moi avec ce nœud. » Elle soupira, s'approcha et tira brutalement sur le tissu. « Aïe, doucement. Tu n'avais qu'à pas me forcer à venir, grogna-t-elle. Je suis ridicule dans cette robe. Tout le monde va se moquer de moi. Tu viens parce que je ne peux pas y aller seule, ça ferait jaser. Et Marie ? Demanda Camille avec venin. Elle y va, elle ? Je ne sais pas. Maman lui a donné une invitation, mais je doute qu'elle vienne. Elle a des examens. Thomas espérait qu'elle ne viendrait pas. Il ne voulait pas que le monde voie le contraste. Ils descendirent au salon. Madame le maire les attendait, impériale dans une robe en velours noir. « La voiture est là, dit-elle. Ils montèrent dans la limousine. Le trajet fut silencieux. Camille scrollait sur son téléphone, ignorant les regards noirs de Thomas. Arrivés au château de Versailles, où se tenait la réception, les photographes étaient là. Thomas composa son sourire de façade. Le sourire, le maire. Il prit le bras de Camille. Elle fit un effort pour sourire, mais cela ressemblait plus à une grimace. Ils entrèrent dans la grande salle de bal. Les lustres en cristal brillaient de mille feux. Le champagne coulait à flots. Thomas commença sa tournée des poignées de main. « Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, Jacques. Oui, l'année a été bonne. » Il mentait, il transpirait, il sentait les regards sur Camille, les chuchotements. « C'est la nouvelle ? Elle a l'air ordinaire. Et enceinte, déjà ? C'est pour ça qu'il a quitté Marie ? Quel gâchis !» Thomas serra les dents. Il voulait partir. Soudain, un silence se fit à l'entrée de la salle. Puis un murmure. Thomas se retourna, et il la vit. Marie. Elle descendait le grand escalier de marbre. Elle ne portait pas une robe de bal extravagante. Elle portait un smoking pour femme, noir, cintré, d'une coupe parfaite, signé Yves Saint-Laurent, probablement loué, ou un cadeau de sa mère, peu importe. Elle avait relevé ses cheveux en un chignon flou. Elle portait des boucles d'oreilles en diamant, celles qu'elle avait achetées avec sa première prime de stage. Elle était d'une élégance foudroyante, moderne, puissante. Elle n'était pas la femme d'eux, elle était la femme. Madame le maire, qui était à côté de Thomas, eut un petit sourire satisfait. « Ah, la voilà !» Marie arriva en bas des marches. Le président de la chambre de commerce, un homme qui avait toujours ignoré Marie, quand elle était juste une épouse, se précipita vers elle. « Madame Octobre, quel plaisir! J'ai entendu dire que vous aviez repris l'audit chez le maire. Une main de fer dans un gant de velours, c'est ce qu'on dit ?» Marie sourit, un sourire charismatique, professionnel. « Bonsoir, monsieur le président. Disons simplement que j'aime que les chiffres racontent la vérité. » Elle rit, et son rire était clair, confiant. Les gens s'agglutinèrent autour d'elle. Thomas resta planté là, avec Camille accrochée à son bras comme un poise mort. Il vit ses clients, ses fournisseurs, ses amis, tous graviter vers Marie. Elle parlait d'économie, de stratégie, de l'avenir du marché bio. Elle ne parlait pas de couches culottes ou de recettes de cuisine. Elle brillait. Et lui, il s'éteignait. « C'est elle ?» chuchota Camille, horrifiée. « C'est Marie ?»« Tais-toi » siffla Thomas. Il lâcha le bras de Camille et s'avança vers le groupe. Il voulait récupérer sa place. Il voulait montrer qu'il était le patron. « Marie, dit-il d'une voix forte, essayant de s'imposer, je ne savais pas que tu aimais les smokings. C'est un peu masculin, non ?» C'était une pique maladroite. Sexiste. Le silence tomba dans le petit cercle. Marie se tourna vers lui. Elle le regarda avec une pitié amusée. « Bonsoir Thomas. Tu sais, dans le monde des affaires d'aujourd'hui, ce n'est pas le vêtement qui fait le genre, c'est la compétence. » Des rires étouffés parcoururent l'assistance. Thomas rougit. Il venait de se faire humilier publiquement. « Et puis, » ajouta Marie en ajustant sa veste, « j'ai pensé que puisque tu portais les dettes de la famille, je pouvais bien porter le pantalon. » Cette fois, les rires furent francs. Thomas était KO debout. Il voulut répliquer, mais Monsieur Dupuis, le fournisseur qu'il avait prétendu emmener déjeuner, s'approcha de Marie. « Madame Octobre, j'aimerais discuter de nos tarifs pour l'année prochaine.
Avec votre nouvelle rigueur budgétaire, je pense que nous pouvons trouver un accord gagnant-gagnant. Avec plaisir, monsieur Dupuis, dit Marie. Elle tourna le dos à Thomas. Thomas se retrouva seul. Il regarda autour de lui. Camille était partie vers le buffet, se gavant de petits fours pour compenser son stress. Elle avait de la crème sur le coin de la lèvre, elle avait l'air vulgaire. Thomas regarda Marie, qui tenait une coupe de champagne, qu'elle ne buvait pas, elle restait lucide, discutant égal à égal avec les puissants. Il réalisa alors une chose terrible. Il n'avait pas seulement perdu sa femme, il avait perdu son meilleur atout, son partenaire, sa boussole. Il sortit sur la terrasse pour fumer, bien qu'il ait été arrêté depuis 5 ans. Il avait besoin de brûler quelque chose. Le retour à la villa fut apocalyptique. Camille pleurait dans la voiture parce que quelqu'un avait pris sa robe pour un rideau. Thomas ne disait pas un mot. Il conduisait vite, trop vite. Arrivé à la maison, Camille monta en courant dans la chambre. Thomas alla se servir un whisky dans le salon. Marie et madame le maire rentrèrent d'un 10 minutes plus tard, dans la voiture avec chauffeur de madame. Elles riaient, elles entrèrent dans le salon, les joues rosies par le froid et le succès. « Quelle soirée !» dit madame le maire. « Marie, tu as été parfaite avec le banquier. Je crois qu'il va nous accorder la ligne de crédit. »« Merci, maman. Il suffisait de lui présenter un plan cohérent. » Elles virent Thomas, affalé dans le fauteuil, son verre à la main. L'ambiance retomba. « Tu bois ?» demanda Marie. « Demain, il y a inventaire à 7 heures. »« Va te faire foutre, » marmonna Thomas. Madame le maire se raidit. « Thomas, surveille ton langage. »« Non !» Thomas se leva, vacillant. « J'en ai marre. C'est chez moi ici. Je suis le fils. Pourquoi c'est elle la star? Pourquoi tout le monde la regarde, elle ?» Il pointa un doigt accusateur vers Marie. « Tu m'as volé ma vie. » Marie posa son sac calmement. Elle s'approcha de lui. Elle n'avait pas peur. « Je n'ai rien volé, Thomas. J'ai ramassé ce que tu as jeté. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Tu as jeté notre mariage. Tu as jeté ta dignité pour une fille qui ne sait même pas tenir une conversation. Et maintenant, tu veux jeter la faute sur moi ?» Elle secoua la tête. « Grandis, Thomas, ou l'entreprise t'écrasera. Et moi, je serai aux commandes du bulldozer. » Soudain, un bruit de verre brisé vint de l'étage. Puis un cri. « Non, non !» C'était la voix de Camille. Puis des pleurs hystériques. Marie et madame le maire échangèrent un regard et se précipitèrent vers l'escalier. Thomas les suivit, dégrisé par la peur. Ils arrivèrent dans la chambre principale. La scène était chaotique. Camille était assise par terre, au milieu de photos déchirées. C'étaient les albums photos de Marie et Thomas. Le mariage, la naissance de Léo, les vacances en Bretagne. Camille avait tout sorti des placards. Elle avait découpé le visage de Marie sur chaque photo avec des ciseaux à ongles. Elle tenait les ciseaux à la main, menaçante. « Je voulais les effacer !» hurlait-elle. « Je voulais qu'elles disparaissent !» Mais en s'agitant, elle avait renversé la grande lampe en cristal de chevet. La lampe s'était brisée. Et Camille saignait. Pas de la main. Une tache rouge sombre s'élargissait sur sa robe verte, au niveau de l'entrejambe. Elle regarda le sang. Ses yeux s'écarquillèrent de terreur. « Le bébé !» murmura-t-elle. « Thomas !» Le bébé. Thomas se figea sur le seuil. Le sang, la culpabilité, l'horreur. Marie réagit la première. L'instinct maternel, ou simplement l'instinct de survie, prit le dessus. Elle s'avança, écarta les ciseaux d'un coup de pied sec pour ne pas que Camille se blesse davantage. « Maman, appelle le SAMU !» ordonna-t-elle. Elle s'agenouilla près de Camille. Camille pleurait, tremblant de tout son corps. « J'ai peur, Marie, j'ai peur. » Elle ne s'adressait pas à Thomas. Elle s'adressait à celle qu'elle détestait. Marie prit une couverture sur le lit et la posa sur les épaules de Camille. « Calme-toi, respire, ne bouge pas. » Elle regarda Thomas qui était toujours pétrifié. « Thomas, bouge-toi, va chercher des serviettes propres, tout de suite. » Thomas sursauta et courut vers la salle de bain. Marie prit la main de Camille. C'était une main moite, faible, aux ongles écaillés. « Pourquoi tu m'aides ?» sanglota Camille. « J'ai détruit tes photos. » Marie regarda les lambeaux de papier autour d'elle. Son visage souriant du passé, découpé, piétiné. Elle ressentit une étrange indifférence. Ce passé n'existait plus. « Ce ne sont que des photos, Camille, » dit Marie doucement. « Le papier, ça se remplace. Une vie, non. » Elle serra la main de sa rivale. « Garde tes forces. Tu vas en avoir besoin pour expliquer à Thomas ce qui vient de se passer. » Camille la regarda avec incompréhension. « Ce qui vient de se passer ?» Marie baissa les yeux vers le sang. « C'est beaucoup de sang pour une simple émotion, Camille. Et c'est très rouge. » Marie avait déjà fait 2 fausses couches avant d'avoir Léo. Elle connaissait ça, mais elle remarqua autre chose. Une petite fiole vide roulait sous le lit. Mifégine, un médicament abortif ou déclencheur.
Marie comprit en une fraction de seconde. Camille n'était pas en train de faire une fausse couche accidentelle à cause du stress. Elle avait provoqué quelque chose. Peut-être parce qu'elle savait que le bébé n'était pas de Thomas, ou parce qu'elle voulait jouer la carte de la perte tragique pour ressouder Thomas à elle par la pitié. Marie glissa discrètement la fiole dans sa poche. Ce n'était pas le moment, mais elle avait maintenant l'arme atomique. Les sirènes des pompiers retentirent au loin dans la nuit de Versailles. L'acte 2 touchait à sa fin dans le sang et les larmes. Le masque de la famille parfaite était brisé à jamais. Et Marie, au milieu du désastre, était la seule qui tenait encore debout. L'hôpital André Mignot de Versailles. 3 heures du matin. Les néons du couloir clignotaient avec un bourdonnement agaçant. L'odeur, toujours cette odeur. Un mélange d'eau, de javel, de café rassis et d'angoisse humaine. Je connaissais bien cette odeur. Je l'avais sentie 2 fois dans ma vie, lors de mes propres fausses couches, avant la naissance de Léo. Je savais ce que cela faisait de sentir la vie s'échapper de soi. Mais cette nuit, ce n'était pas moi qui étais allongée sur le brancard. C'était Camille. Thomas était assis sur un siège en plastique dur, la tête entre les mains. Il pleurait, des sanglots lourds, saccadés, qui secouaient ses épaules voûtées. Il avait l'air vieux. En quelques heures, l'homme d'affaires arrogant, le séducteur sûr de lui, s'était transformé en un enfant perdu. « Pourquoi ?» répétait-il. « Pourquoi maintenant ?» Je le regardais. J'aurais dû ressentir de la compassion. Après tout, j'avais aimé cet homme pendant 10 ans. Sa douleur aurait dû être la mienne. Mais je ne ressentais rien. C'était comme regarder un acteur jouer une scène tragique dans un film que j'avais déjà vu trop de fois. Ma main était dans la poche de mon manteau. Mes doigts serraient le petit flacon en verre froid que j'avais ramassé sous lit. Mi-fégine, je le tournais et le retournais entre mes doigts. Une arme, une preuve. Camille n'avait pas perdu ce bébé par accident. Elle l'avait expulsé. Pourquoi ? Parce qu'elle savait qu'il n'était pas de Thomas, ou parce qu'elle avait réalisé qu'un bébé ne serait pas le ticket gagnant qu'elle espérait, mais une chaîne qui la lierait à une vie de corvée. Quoi qu'il en soit, elle avait fait un choix. Et maintenant, Thomas pleurait un enfant qui n'avait peut-être jamais été le sien. La porte du service des urgences gynécologiques s'ouvrit. Le médecin sortit. Il avait l'air épuisé. Thomas se leva d'un bond. « Docteur, comment va-t-elle ? Et le bébé ?» Le médecin retira son masque. « Mademoiselle Roche est hors de danger. Nous avons dû procéder à un curetage pour arrêter l'hémorragie. » Il marqua une pause. « Je suis désolé, monsieur. La grossesse est terminée. » Thomas poussa un cri étouffé, comme un animal blessé. Il s'effondra sur sa chaise. « Mon fils, c'était mon fils. » Le médecin posa une main sur son épaule, marmonna quelques mots de réconfort professionnel, puis s'éloigna, ses semelles crissant sur le linoléum. Madame le maire, qui était restée silencieuse, debout près de la machine à café, s'approcha. Elle ne pleurait pas. Elle regarda son fils. « Relève-toi, Thomas. Maman, elle a perdu le bébé. »« Je sais, dit-elle. C'est tragique, mais la vie continue. Nous avons une entreprise à faire tourner demain. » C'était dur, brutal, mais c'était du Madame le maire tout craché. Elle se tourna vers moi. Ses yeux gris se posèrent sur ma poche, là où ma main était toujours cachée. Elle savait que je cachais quelque chose. Elle avait vu mon geste dans la chambre, mais elle ne dit rien. « Marie, dit-elle, raccompagne Thomas à la maison. Il n'est pas en état de conduire. Je vais rester ici attendre que Camille se réveille. »« Non, dit Thomas en reniflant. Je veux rester avec elle. »« Tu ne lui seras d'aucune utilité dans cet état, trancha sa mère. Tu vas rentrer, prendre une douche, dormir 2 heures et aller au bureau. Le banquier attend le dossier de refinancement à 9 heures. Le dossier... Thomas eut un rire hystérique. « Mon enfant est mort et tu me parles de dossier ? C'est justement parce que la vie est fragile qu'il faut assurer l'avenir de ceux qui restent, dit Madame le maire. Rentre avec Marie. » Thomas n'avait plus la force de lutter. Il se leva tel un automate. Nous sortîmes dans la nuit froide. Dans la voiture, le silence était lourd. Je conduisais. Thomas regardait par la fenêtre, les yeux vides. « Marie ?» dit-il soudain. « Oui ? Est-ce que j'ai été puni ?» Je gardais les yeux fixés sur la route. « Puni pourquoi ? Pour t'avoir laissé, pour avoir brisé la famille. » Il tourna la tête vers moi. « C'est le karma, non ? J'ai voulu une nouvelle vie, et la mort m'a frappé. » Je serrai le volant. C'était tentant de dire « oui », de dire « c'est bien fait, tu l'as mérité ». Mais je pensais au flacon dans ma poche. Ce n'était pas le karma. C'était Camille, c'était la main d'une femme désespérée et manipulatrice, pas la main de Dieu. « Ce n'est pas une punition, Thomas, dis-je doucement. C'est une conséquence. Les choix ont des conséquences. Elle était si triste, murmura-t-il. Elle a détruit tes photos parce qu'elle était jalouse. Elle m'aime trop. C'est pour ça qu'elle a perdu le bébé. Le stress. » Il se construisait déjà une histoire
où Camille était la victime passionnée, et lui le héros tragique. Il ne voyait pas la vérité. Je décidai de me taire, pas par gentillesse, mais parce que le moment n'était pas encore venu. L'arme dans ma poche serait plus efficace quand il serait moins vulnérable, quand il penserait être sorti d'affaire. 2 semaines plus tard. La maison avait changé d'atmosphère. Avant, c'était un champ de bataille. Maintenant, c'était un mausolée. Camille était rentrée de l'hôpital. Elle s'était installée dans la chambre d'amis du rez-de-chaussée, prétextant qu'elle ne pouvait pas monter les escaliers. Elle jouait le rôle de sa vie, la mère endeuillée. Elle passait ses journées en peignoir de soie noire, un achat récent avec la carte de Thomas, allongée sur une méridienne, un mouchoir en dentelle à la main. Elle ne cuisinait plus. Elle ne faisait plus le ménage. « Je suis trop faible », disait-elle d'une voix éthérée. « Mon corps s'est traumatisé. » Thomas, rongé par la culpabilité, avait cédé. Il avait engagé une femme de ménage, payée avec les fonds de l'entreprise, ce que j'avais noté dans mon audit. Il rentrait tôt pour s'occuper d'elle. Il lui apportait des tisanes. Il supportait ses sautes d'humeur, mais je voyais l'usure dans ses yeux. Il s'ennuyait. Il s'ennuyait de cette femme qui ne parlait que de sa douleur, qui refusait de sortir, qui avait transformé la maison en chapelle ardente. Pendant ce temps, moi, je vivais. Je me levais à 6 heures. J'allais courir dans le parc du château. Je prenais mon petit déjeuner avec mes enfants, qui riaient de nouveau parce que la dame triste du salon ne leur criait plus dessus. Puis j'allais au bureau. Ce matin-là, c'était le grand jour. La présentation de l'audit financier de fin d'année. La salle de réunion était pleine, Madame le maire, Thomas, le comptable externe, et moi. Je me levai, connectai mon ordinateur au projecteur. « Messieurs, madame, commençai-je, la situation est critique, mais pas désespérée. » J'affichai les graphiques. Des courbes rouges qui plongeaient. Au cours des 6 derniers mois, les frais généraux ont augmenté de 40%, frais de représentation, déplacements non justifiés, perte de stock inexpliquée. Je ne regardais pas Thomas. Tout le monde savait de qui je parlais. Thomas s'enfonça dans sa chaise. Il avait l'air d'un écolier pris en faute. Cependant, continuai-je, changeant de diapositive, j'ai mis en place un plan de restructuration depuis 3 semaines. J'affichais des courbes vertes qui remontaient en silence. Renégociation des contrats de fournisseurs. Merci, monsieur Dupuis. Optimisation des plannings du personnel. Réduction drastique des frais de bouche. Résultat, nous avons dégagé une marge de 15% sur le mois de février. Le comptable externe siffla d'admiration. C'est impressionnant, Madame Octobre. Vous avez assaini les comptes en un temps record. Ce n'est que du bon sens, dis-je. On ne dépense pas l'argent qu'on n'a pas. Madame le maire sourit. C'était un sourire de fierté maternelle, mais dirigé vers son ex-belle-fille. Bravo, Marie, dit-elle. Elle se tourna vers Thomas. Tu as vu ça, Thomas? C'est ça, gérer une entreprise. Thomas hocha la tête, vaincu. Oui, maman, elle est très forte. Plus que forte, dit Madame le maire. Elle est indispensable. Elle posa ses mains à plat sur la table. J'ai pris une décision, je me fais vieille. Je veux passer plus de temps dans mon jardin et moins de temps à surveiller vos bêtises. Elle marqua une pause théâtrale. Je nomme Marie directrice générale déléguée de la filiale de Versailles. Elle aura la signature sur tous les engagements de dépenses supérieurs à 500 €. Thomas bondit de sa chaise. Quoi? Mais c'est mon poste, je suis le DG. Tu gardes ton titre, Thomas, dit sa mère calmement, pour les cartes de visite, pour les dîners en ville. Mais le pouvoir de décision, il revient à celle qui sait compter. C'est une humiliation, cria Thomas. Je ne peux pas accepter ça. Ma propre ex-femme qui valide mes notes de frais? Tu as le choix, dit Madame le maire. Tu acceptes ou tu vends tes parts et tu quittes l'entreprise. Mais sache que sans l'entreprise, tu ne pourras plus payer les caprices de ta Camille. Thomas se figea. C'était l'argument fatal. Il était piégé. Il avait besoin d'argent pour maintenir l'illusion de son bonheur conjugal. Il se rassit lentement. Il regarda Marie. Il n'y avait plus de colère dans ses yeux. Juste une immense défaite. D'accord, murmura-t-il. Félicitations, Marie. Merci, Thomas, dis-je. Je ferai de mon mieux pour protéger ton héritage. Le soir même, je rentrai tard du bureau. J'avais fêté ma promotion avec un verre de vin, un seul, avec le comptable. La maison était silencieuse. Je montai vers ma chambre. En passant devant la chambre d'amis, la porte était entr'ouverte. J'entendis la voix de Camille. Elle parlait au téléphone. Je m'arrêtai, je retins mon souffle. « Non, Julien, arrête, chuchotait-elle. Je t'ai dit que c'était fini. Oui, j'ai eu des problèmes. Non, ce n'était pas le tien. Enfin, je ne sais pas. » Mon cœur fit un bond. « Julien. » Le guitariste, elle continuait. « Je ne peux pas te voir. Thomas me surveille comme un faucon. Il se sent coupable pour le bébé. Oui, ça marche. Il me paye tout. J'ai besoin de temps pour lui faire signer une assurance vie ou un truc comme ça. » Elle eut un petit rire cruel. « T'inquiète pas.
Dès que j'ai sécurisé le fric, on se retrouve. Mais pour l'instant, je dois jouer à la veuve et pleurer. C'est chiant, mais ça paye. Je reculai doucement. Le plancher craqua. La voix de Camille s'arrêta net. « Il y a quelqu'un » Je ne répondis pas. Je filai vers l'escalier et montai 4 à 4 les marches vers ma chambre. Une fois à l'abri, je m'appuyai contre la porte, le cœur battant. J'avais tout entendu. Non seulement elle avait avorté pour cacher son jeu, mais elle prévoyait de dépouiller Thomas avant de partir avec son amant. Je sortis le flacon de ma poche. Je le posai sur ma table de nuit. À côté, je posai mon téléphone. J'avais eu le réflexe d'enregistrer les 30 dernières secondes de la conversation. L'arme était chargée. Le doigt était sur la gâchette. Mais je ne voulais pas seulement tirer. Je voulais que le tir soit mortel. On frappa à ma porte. C'était un coup mou, hésitant. J'ouvris. C'était Thomas. Il était en pyjama, les cheveux en bataille, une bouteille de whisky à la main, à moitié vide. Il puait l'alcool. « Je peux entrer ?» demanda-t-il, la voix pâteuse. « Non, Thomas. Il est tard. » Il s'appuya contre le chambranle de la porte. « Juste une minute. S'il te plaît, Marie. » Il me regarda avec des yeux de chien battu. « Tu étais incroyable aujourd'hui, à la Réunion. Merci. Tu étais comme maman, puissante, effrayante. » Il but une gorgée au goulot. « Je me suis trompée, Marie. » « Trompée sur quoi ? » ?»« Sur tout. Sur Camille. Sur toi. » Il s'approcha, essayant de prendre ma main. Je la retirai vivement. « Elle ne me comprend pas, » balbutia-t-il. « Elle ne fait que pleurer. Elle ne fait rien. La maison est sale. Ma vie est sale. » Il pleura, une larme d'ivrogne roulant sur sa joue. « Toi, tu rendais tout facile. Avec toi, la vie était belle. Propre. Pourquoi je ne l'ai pas vue ? Parce que tu regardais ailleurs, Thomas. » « Je veux revenir, dit-il soudain. Je veux qu'on recommence. Je vais virer Camille. Je vais lui donner de l'argent pour qu'elle parte. Et on reprendra comme avant. Toi, moi, les enfants. » Il me regarda avec espoir. « Je te promets, je serai un mari modèle. Je ne te tromperai plus jamais. » Je le regardais. Cet homme qui m'avait humilié, chassé, remplacé. Cet homme qui revenait vers moi non par amour, mais par confort. Parce que sa nouvelle vie était trop dure. Parce que sa maîtresse était devenue un fardeau. Parce que j'étais devenue la patronne. Je ressentis un dégoût profond, pas de la haine, du dégoût, comme devant un fruit pourri. « Thomas, dis-je calmement, regarde-moi. » Il leva ses yeux vitreux vers moi. « Tu ne veux pas de moi. Tu veux ta bonne à tout faire. Tu veux ta gestionnaire. Tu veux ta maman. » Je m'avançai d'un pas, le forçant à reculer dans le couloir. « Mais cette femme-là n'existe plus. Elle est morte le jour où tu as amené ta maîtresse ici. Mais je t'aime. » « Non. Tu t'aimes toi-même, et tu as peur de finir seul. » Je posai ma main sur la poignée de la porte. « Rentre chez ta maîtresse, Thomas. Elle t'attend en bas. Elle complote contre toi. Elle te ment. Elle te vole. C'est ce que tu as choisi. Quoi ? Elle me vole ? Tu le découvriras bien assez tôt. » Je commençai à fermer la porte. « Bonne nuit, Thomas. Et demain, ne sois pas en retard. J'ai une réunion à 8 heures et je n'aime pas attendre mes subordonnés. » Je fermai la porte. Je tournai la clé dans la serrure. Double tour. De l'autre côté, j'entendis Thomas frapper doucement, puis glisser le long du mur et s'effondrer en sanglotant. Je retournai vers mon lit. Je regardais le flacon et mon téléphone. Demain serait le jour de l'exécution. Pas pour Thomas. Il était déjà mort spirituellement. Mais pour Camille. Je m'assis à mon bureau, j'ouvris mon ordinateur, je commençai à rédiger une lettre. Pas une lettre d'amour. Une lettre de licenciement, pour faute grave. Destinée à Camille Roche, pour le poste de maîtresse de maison. Le titre du document était « La vérité sur la nuit du 14 février ». Je souris. C'était cruel ? Peut-être, mais comme disait Madame le maire, quand on joue avec le feu, on finit par se brûler. Et Camille allait bientôt être réduite en cendres. Le lendemain matin, dimanche, 9 heures, la salle à manger était inondée de lumière. Les rayons du soleil frappaient l'argenterie, créant des reflets aveuglants. L'atmosphère était trompeusement paisible. Une odeur de café frais et de croissants chauds flottait dans l'air. Thomas était assis en bout de table. Il portait des lunettes de soleil pour cacher ses yeux rouges et bouffis. Sa main tremblait légèrement quand il portait sa tasse à ses lèvres. Il avait la gueule de bois de l'alcool et la gueule de bois de la vie. Camille était assise à sa droite. Elle portait toujours son peignoir noir de veuve, mais elle avait mis du rouge à lèvres. Un rouge vif, agressif. Elle semblait fébrile. Madame le maire lisait Le Figaro, impassible. Je m'assis en face de Camille. Je posai mon téléphone sur la table, écran vers le bas. Je posai aussi ma main sur ma poche, sentant le contour froid du flacon. « Thomas, commença Camille d'une voix mielleuse, tu as pensé à ce dont on a parlé hier ?» Thomas grogna. « Pas maintenant, Camille.
J'ai mal à la tête. C'est important, mon chéri, insista-t-elle. C'est pour notre sécurité. Après ce qui est arrivé au bébé, je me sens si vulnérable. Si quelque chose t'arrivait. Elle posa une main sur le bras de Thomas. L'assurance vie, c'est juste une signature. Le courtier peut passer demain. Thomas soupira. D'accord, si ça peut te calmer. Je signerai. Camille eut un sourire victorieux. Elle se détendit visiblement. Elle pensait avoir gagné. Elle pensait que le chèque était déjà à la banque. Je pris une gorgée de thé. L'assurance vie, dis-je calmement. C'est une excellente idée. Camille me jeta un regard méfiant. Je ne t'ai pas demandé ton avis, Marie. Non, continuai-je. Mais en tant que responsable financière, je dois valider les sorties de fonds. Et les primes d'une assurance vie de 2 millions d'euros, c'est une somme. Je me tournai vers Thomas. Thomas, avant de signer quoi que ce soit, il y a un petit détail administratif que nous devons régler. Quoi encore demanda Thomas, irrité. Une question de santé, pour l'assurance. Je sortis le flacon de ma poche. Je le posai doucement sur la nappe blanche. Le petit bruit du verre contre le bois résonna comme un coup de feu silencieux. Mifégine. L'étiquette était clairement visible. Camille se figea. Sa tasse s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Ses yeux s'écarquillèrent, fixant le flacon comme s'il s'agissait d'une bombe. Thomas fronça les sourcils, plissant les yeux derrière ses lunettes noires. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. « C'est ce que j'ai trouvé sous le lit de Camille le soir de l'accident, dis-je. C'est mes vitamines, cria Camille immédiatement, sa voix montant dans les aigus. C'est pour le fer. Je souris. Non, Camille, les vitamines pour le fer sont rouges. Ça, c'est de la mifégine. C'est un médicament puissant. Je regardais Thomas. C'est une pilule abortive, Thomas. Thomas retira ses lunettes. De soleil, il cligna des yeux, essayant de comprendre. Abortive, tu veux dire pour avorter? Exactement. On ne prend pas ça par accident. On le prend quand on veut mettre fin à une grossesse. Thomas se tourna lentement vers Camille. Son visage passait du gris au blanc. Camille, c'est vrai? Non, bien sûr que non, hurla Camille. Elle ment. Elle a mis ça là pour me piéger. Elle est jalouse. Elle se leva, renversant sa chaise. Comment peux-tu croire cette sorcière? J'ai perdu notre bébé. J'ai souffert dans ma chair. Elle jouait bien. Les larmes coulaient, la voix tremblait. Si je n'avais pas eu l'autre preuve, elle aurait pu s'en sortir. Thomas était si désespéré de croire en son innocence. Elle a raison, Thomas, dit Camille en s'accrochant à lui. Marie veut nous détruire. Elle ne supporte pas que tu m'aimes. Dis-lui de partir. Thomas me regarda. Il hésitait. L'habitude de me voir comme l'ennemi était encore forte. Marie, commença-t-il, c'est une accusation grave. Tu es sûre de ce que tu dis? Je ne fais pas d'accusation sans preuve. Thomas, tu le sais. Je suis auditrice. Je pris mon téléphone. Hier soir, je suis passée devant la chambre d'amis. La porte était ouverte. Camille était au téléphone. Tu m'espionnes? Cracha Camille. J'écoute, corrigeai-je, et ce que j'ai entendu méritait d'être archivé. J'appuyai sur le bouton lecture. Le son était clair, cristallin. La voix de Camille s'éleva dans le silence de la salle à manger. Non, Julien, arrête. Je t'ai dit que c'était fini. Thomas se raidit. Non, ce n'était pas le tien. Enfin, je ne sais pas. Thomas lâcha le bras de Camille comme s'il était brûlant. Je ne peux pas te voir. Thomas me surveille comme un faucon. Il se sent coupable pour le bébé. Camille devint livide. Elle essaya d'attraper le téléphone. Arrête ça. C'est faux. C'est un montage. C'est de l'intelligence artificielle. Madame le maire tendit le bras et intercepta le poignet de Camille. Une poigne de fer. Assieds-toi, ordonna la matriarche. Camille s'assit, tremblante. L'enregistrement continuait. T'inquiète pas. Dès que j'ai sécurisé le fric, on se retrouve. Mais pour l'instant, je dois jouer à la veuve éplorée. C'est chiant, mais ça paye. Je coupai l'enregistrement. Le silence qui suivit fut terrifiant. Il n'y avait plus le bruit des oiseaux dans le jardin, plus le tic-tac de l'horloge, juste la respiration sifflante de Thomas. Il se leva lentement. Il ne regardait pas Camille. Il regardait le vide. « Julien », murmura-t-il, « le guitariste ». Il se tourna vers Camille. Ses yeux étaient fous. « Tu m'as trompé ». Camille ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. « Tu m'as trompé », répéta Thomas, la voix montant en puissance. « Et le bébé, tu ne savais même pas si c'était le mien. Thomas, écoute-moi !»« Ta gueule !» Le cri de Thomas fit trembler les vitres. Il attrapa le flacon de mifégine et le jeta contre le mur. Le verre explosa en 1000 morceaux. « Tu as tué l'enfant parce que tu avais peur que je découvre la vérité. Tu l'as tué !» Il s'avança vers elle. Pour la première fois, j'eus peur qu'il ne la frappe. « Thomas, non, dis-je calmement. Ne te salis pas les mains. » Thomas s'arrêta à quelques centimètres du visage de Camille. Il tremblait de rage. « Tu disais que tu m'aimais, souffla-t-il. Tu disais que j'étais l'homme de ta vie. » Camille, acculée, cessa soudain de jouer la victime. Son visage changea. Les tresses se durcirent.
Le masque de la petite fille fragile tomba, révélant quelque chose de beaucoup plus laid. Elle éclata de rire. Un rire nerveux, méchant. « T'aimer » dit-elle avec mépris. « Regarde-toi, Thomas. Tu es un fils à maman de 40 ans qui ne sait même pas faire ses lacets tout seul. » Thomas recula, choqué par la violence des mots. Camille se leva, défaisant sa ceinture de peignoir, se rhabillant mentalement de son arrogance. « Tu croyais vraiment qu'une fille comme moi allait tomber amoureuse d'un type comme toi pour ta personnalité ? Tu es ennuyeux à mourir. Tu ne parles que de golf et de ta précieuse entreprise qui coule. » Elle désigna la pièce autour d'elle. « Et cette maison, cette tombe. Je déteste Versailles. Je déteste vos dîners mondains. Je déteste l'odeur de cire et de vieux. » Elle se tourna vers moi. « Et toi, la Sainte Marie, tu crois que tu as gagné ? Tu récupères juste le déchet que je ne veux plus. » Elle cracha par terre, sur le parquet ciré. « J'ai avorté, oui, parce que je préférais mourir que de porter ton gosse et devenir une autre Marie. » Une bonnèche de luxe coincée dans ce musée. Elle se tourna vers Madame le maire. « Et vous, la vieille, vous êtes la pire. Vous manipulez tout le monde. Vous croyez que vous êtes Dieu. » Madame le maire plia soigneusement son journal. Elle se leva. Elle n'avait pas besoin de crier. Sa présence suffisait à remplir la pièce. « Mademoiselle Roche, dit-elle d'une voix glaciale, la représentation est terminée. » Elle pointa le doigt vers la porte. « Vous avez 5 minutes pour faire vos valises. Si dans 6 minutes vous êtes encore là, j'appelle la police pour tentative d'extorsion de fonds et abus de confiance. » « Je veux une indemnité, » cria Camille. « J'ai vécu avec lui. J'ai des droits. »« Vous étiez une invitée, » dit Madame le maire, « et vous avez abusé de l'hospitalité. Vous partirez avec ce que vous aviez en arrivant, vos vêtements, votre maquillage. » Elle fit un signe de tête vers le sac Chanel posé sur une chaise. « Le sac reste. Il a été payé avec la carte de l'entreprise. C'est un bien social. » Camille écarquilla les yeux. « C'est mon sac. Plus maintenant. C'est une pièce à conviction. » Camille regarda autour d'elle. Thomas lui tournait le dos, pleurant silencieusement face à la fenêtre. Moi, je la regardais sans ciller. Elle comprit qu'elle avait perdu. Vraiment perdu. Elle attrapa son manteau qui traînait sur une chaise. « Allez tous au diable !» siffla-t-elle. Elle se précipita vers la sortie. Dans le hall, on l'entendit bousculer un guéridon. Un vase se brisa, puis la porte d'entrée claqua. Le bruit résonna longtemps dans la maison silencieuse. Camille Roche était partie. Comme une tempête qui s'éteint subitement, laissant derrière elle des arbres déracinés. Thomas se laissa tomber sur une chaise. Il mit sa tête dans ses bras sur la table, parmi les miettes de croissant et la tasse de café refroidie. Il pleurait comme un enfant. « Je suis désolé, répétait-il. Madame le maire s'approcha de lui. Elle posa une main sur son épaule, mais ce n'était pas un geste de réconfort maternel habituel. C'était un geste lourd. « Lève la tête, Thomas. » Il leva son visage ravagé vers elle. « Tu as failli tout perdre, » dit-elle sévèrement. « Ta famille, ta fortune, ta dignité, pour une paire de jambes et quelques mensonges flatteurs. Je sais, maman, je suis un idiot. Oui, tu l'es. » Elle soupira. « Mais tu es mon fils, et nous ne t'abandonnerons pas. Cependant, » elle se tourna vers moi. « C'est à Marie que tu dois tout. C'est elle qui a vu clair, c'est elle qui t'a protégé alors que tu l'insultais. » Thomas se tourna vers moi. Ses yeux étaient pleins d'une gratitude misérable et d'un espoir fou. « Marie, dit-il, merci, tu m'as sauvée. » Il tendit la main vers moi. « Maintenant qu'elle est partie, on peut essayer de réparer ?» Il n'avait toujours pas compris. Il pensait que parce que le méchant était parti, le héros récupérait la princesse. Je regardais sa main tendue. Je pensais à ses 10 années, aux soirées seules pendant qu'il était en réunion, à ses critiques sur ma cuisine, ma coiffure, mon manque d'ambition, à la facilité avec laquelle il m'avait remplacée. Et maintenant, il voulait revenir parce que j'étais devenue forte, parce que j'étais devenue la gagnante. Je ne ressentais plus rien pour lui, même pas de la colère, juste une immense fatigue. « Non, Thomas, dis-je doucement. » Il se figea. « Quoi ? Mais elle est partie. On est libre. »« Tu es libre, Thomas. Moi, je le suis depuis le jour où tu m'as demandé le divorce. » Je me levai. Je lissai ma jupe. Je t'ai sauvé de Camille parce que c'était mon devoir envers la famille et envers mes enfants. Je ne voulais pas qu'ils aient une belle-mère qui les déteste et qui vole leur héritage. Je le regardai droit dans les yeux. « Mais je ne t'ai pas sauvé pour te récupérer. Mais je t'aime. J'ai changé. » « Non, Thomas, tu as juste peur d'être seul. Tu as besoin d'une béquille, et je ne suis plus une béquille. Je suis une femme qui marche debout. » Je me tournai vers Madame le maire. « Maman, je vais prendre ma journée. Je vais emmener les enfants à Disney. Ils ont besoin de s'éloigner de cette ambiance. » Madame le maire sourit, un vrai sourire. « Vas-y, ma fille, prends la voiture du chauffeur et utilise la carte de la société. C'est des frais de représentation.
familial. Je souris en retour. Je me dirigeais vers la porte. « Marie !» cria Thomas, se levant pour me retenir. « Tu ne peux pas me laisser comme ça. Je suis ton mari. » Je m'arrêtai. Je ne me retournai pas. « Tu es mon ex-mari, Thomas. » Et mon employé, techniquement, puisque je gère les finances. Je sortis de la pièce. Je montai les escaliers pour aller chercher mes enfants. Je les entendais rire dans leur chambre. C'était le plus beau son du monde. En bas, j'entendis Thomas pleurer de nouveau, et la voix calme de madame le maire qui lui disait « Arrête de pleurnicher et finis ton croissant. Tu as une réunion avec le notaire à 11h pour annuler le testament que tu avais fait pour cette fille. Au travail, Thomas. » Je respirais profondément. L'air n'avait jamais été aussi léger. Je n'avais pas seulement gagné une bataille, j'avais gagné ma vie, 1 an plus tard. Paris, la Défense, 27e étage de la Tour First. La vue était imprenable. Paris s'étendait sous mes pieds comme une carte postale vivante. La Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, la Seine qui serpentait comme un ruban d'argent. Je me tenais devant la baie vitrée, une tasse de café fumant à la main. Je portais une robe cintrée couleur crème, une coupe simple mais d'une élégance rare. Mes cheveux, désormais coupés au carré plongeant, effleuraient mes épaules. Je n'étais plus Marie-Octobre, la femme au foyer de Versailles qui demandait la permission pour acheter une paire de chaussures. J'étais Marie-Octobre, directrice générale du groupe Le Maire and Associés. Au cours de l'année écoulée, nous avions transformé l'entreprise. Sous l'impulsion de madame le maire et avec ma gestion rigoureuse, nous avions ouvert 3 nouvelles boutiques à Paris et lancé une gamme de produits bio en ligne qui cartonnaient. L'argent rentrait. Mais plus important encore, le respect était là. On frappa à la porte de mon bureau. « Entrez », dis-je sans me retourner. La porte s'ouvrit. « Madame la directrice, voici les dossiers pour la réunion de 11h. » Je me retournai. Thomas était là. Il portait un costume gris, bien coupé, mais ses épaules semblaient un peu plus basses qu'avant. Il avait quelques cheveux gris sur les tempes qu'il n'avait pas l'année dernière. Il tenait une pile de dossiers bleus. Il était désormais directeur des relations publiques. Un titre ronflant pour dire qu'il serrait des mains, souriait aux clients et organisait des cocktails. Mais il n'avait plus accès au compte bancaire. Il posa les dossiers sur mon bureau. Il hésita. « Tu as besoin d'autre chose ?» demanda-t-il. Sa voix était douce, respectueuse, presque timide. « Non, merci Thomas, c'est tout. » Il ne partit pas tout de suite. Il regarda autour de lui. Ce bureau, c'était celui qu'il avait toujours voulu. Grand, moderne, puissant. Mais c'était le mien. « Tu déjeunes où ce midi ?» demanda-t-il, tentant une approche maladroite. « J'ai un déjeuner d'affaires avec les investisseurs japonais, » répondis-je. « Pourquoi ?»« Oh, rien, je pensais qu'on aurait pu manger un morceau, parler des enfants. Les enfants vont bien, Thomas. Léo a eu son premier prix de piano hier. Tu le saurais si tu étais venu au récital. » Thomas baissa la tête. « J'avais une dégustation avec un client. J'ai oublié. »« Je sais, dis-je. Tu oublies souvent. C'est pour ça que je gère l'agenda des enfants. » Il n'y avait pas d'acrimonie dans ma voix, juste un constat. Thomas était un père aimant, à sa façon. Mais il restait Thomas. Un homme centré sur l'instant présent, incapable de planifier, incapable de prioriser autre chose que son propre confort immédiat. « Je suis désolé, murmura-t-il. Ne t'excuse pas. Fais mieux la prochaine fois. » Je m'assis à mon fauteuil en cuir. « Ferme la porte en sortant, s'il te plaît. » Il hocha la tête, un peu triste, et sortit. Je le regardais partir. Il y a 1 an, j'aurais pleuré pour qu'il m'invite à déjeuner. J'aurais mendié une miette de son attention. Aujourd'hui, son invitation ne me faisait ni chaud ni froid. C'était ça, la vraie guérison. L'indifférence. Le soir même, retour à la villa de Versailles. La maison avait changé, elle aussi. Nous avions refait la décoration. Fini les rideaux de velours lourd et oppressants. Place au lin, aux couleurs claires, à la lumière. La maison respirait. J'entrai dans le salon. Madame le maire était assise dans son fauteuil habituel, un livre à la main. Mais elle ne lisait pas. Elle regardait le feu dans la cheminée. Elle avait vieilli cette année. Sa démarche était plus lente. Elle avait officiellement pris sa retraite le mois dernier, me laissant les rênes complètes. « Bonsoir maman », dis-je en l'embrassant sur la joue. « Bonsoir ma fille. Tu as l'air fatiguée mais satisfaite. Les Japonais ont signé. On exporte nos confitures à Tokyo. » Madame le maire sourit. « Je savais que tu y arriverais. Tu as le nez pour les affaires, mieux que moi. » Elle posa son livre. « J'ai reçu une lettre aujourd'hui. » Son ton était grave. Je m'assis en face d'elle. « De qui ?»« De l'avocat de mademoiselle Roche. » Le nom flotta dans l'air comme une mauvaise odeur ancienne qu'on avait oubliée. Camille. Je n'avais pas entendu parler d'elle depuis le jour de son expulsion. « Qu'est-ce qu'elle veut ?»« Rien, » dit madame le maire avec un petit rire sec. « C'est ça qui est drôle.
Son avocat nous informe qu'elle retire sa plainte pour licenciement abusif et qu'elle ne demandera aucune compensation. Pourquoi ce revirement? Parce qu'elle a été arrêtée à Nice la semaine dernière, pour escroquerie. Elle a essayé de vendre de fausses actions à un retraité anglais. Je secouai la tête. Elle ne changera donc jamais. Non, les gens comme elle ne changent pas. Ils courent après la facilité jusqu'à ce qu'ils tombent dans le précipice. Madame le maire me regarda intensément. Thomas a failli tomber avec elle. Tu l'as retenu par le col de la chemise. Je l'ai fait pour l'entreprise, maman, et pour Léo et Sophie. Je sais. Et c'est pour cela que j'ai pris mes dispositions. Elle sortit une enveloppe de sa poche. C'est mon testament définitif. Je l'ai déposé chez le notaire ce matin. Elle me tendit l'enveloppe. Je n'ai pas besoin de l'ouvrir, dis-je. Je veux que tu saches. La villa de Versailles revient à Léo et Sophie. L'entreprise. 60% des parts me reviennent. À ma mort, elles te seront transférées directement. Je restai bouche bée. À moi? Mais Thomas, c'est votre fils. Thomas aura une rente confortable. Il ne manquera jamais de rien. Mais il n'aura jamais le pouvoir de vendre l'entreprise ou de la couler. Elle se pencha vers moi, ses yeux gris brillants de conviction. L'héritage, Marie, ce n'est pas le sang, c'est l'esprit, c'est le courage. Tu es la seule qui a le courage de porter ce nom. Mes yeux s'embuèrent. Pendant 10 ans, j'avais cru que j'étais une pièce rapportée, une étrangère tolérée. Aujourd'hui, la matriarche me donnait les clés du royaume. Merci, maman, murmurai-je. Ne me remercie pas. Fais fructifier tout ça. Et trouve-toi un homme, un vrai, cette fois. Tu es trop jeune pour rester seule. Je ris. Je ne suis pas seule. J'ai vous. J'ai les enfants. J'ai mon travail. L'amour, c'est bien aussi, dit-elle avec malice. J'ai vu comment le nouvel architecte te regardait l'autre jour. Je rougis. C'était vrai. Paul, l'architecte qui rénovait la boutique de Saint-Germain, avait des yeux très bleus et un sourire très charmant. Et il m'avait invité à l'opéra. J'avais dit peut-être. On verra, dis-je. Le dimanche suivant. C'était l'anniversaire de Sophie. 6 ans. Il y a 1 an et quelques mois, lors de son 5e anniversaire, elle avait demandé le divorce de ses parents comme cadeau. Aujourd'hui, la fête avait lieu dans le jardin. Il y avait des ballons, des gâteaux, des rires d'enfants. Thomas était là. Il s'occupait du barbecue. Il portait un tablier, meilleur papa. Il riait avec Léo. Il avait l'air apaisé. Il avait accepté sa place. Il n'était plus le maître du monde, mais il était un père présent. C'était peut-être le rôle qui lui convenait le mieux, finalement. Je les regardais depuis la terrasse, un verre de champagne à la main. Quelqu'un s'approcha de moi. C'était Thomas. Il tenait une assiette avec une saucisse grillée un peu trop cuite. « Tiens, dit-il, pour la patronne. » Je souris en prenant l'assiette. « Merci. » Il resta là un moment, regardant les enfants courir. « Tu te souviens de l'année dernière ?» demanda-t-il. Vaguement. « C'était l'enfer, dit-il. Je croyais que je voulais une autre vie. Je croyais que l'herbe était plus verte ailleurs. » Il me regarda. L'herbe n'était pas verte. Elle était en plastique. Il eut un petit rire triste. « Tu es heureuse, Marie ?» Je pris le temps de réfléchir à la question. Étais-je heureuse? Je n'avais pas de mari pour me tenir chaud la nuit. J'avais des responsabilités énormes qui m'empêchaient parfois de dormir. J'avais des cernes que je cachais sous du fond de teint, Yves Saint-Laurent. Mais je regardais ma montre. C'était une Cartier-Tank que je m'étais offerte moi-même. Je regardais ma maison. Je n'avais plus peur d'y vivre. Je regardais mes enfants. Ils étaient épanouis, fiers de leur mère. Je me regardais intérieurement. Je n'avais plus cette boule au ventre, cette peur constante de mal faire, de décevoir, d'être remplacée. Je ne pouvais plus être remplacée, parce que j'étais devenue unique. Oui, Thomas, répondis-je sincèrement. Je suis heureuse. C'est bien, dit-il. Il hésita, puis posa la question qui lui brûlait les lèvres depuis des mois. Tu crois qu'un jour, on pourrait... Il fit un geste vague entre nous deux. Je secouai la tête doucement. Non, Thomas. Jamais? Le vase est brisé. On l'a recollé, il tient debout, il est joli sur l'étagère, mais il ne peut plus contenir d'eau. Si on essaye de remettre de l'eau dedans, ça fuira. Je posai ma main sur son bras. Un geste d'affection, pas d'amour. Soyons de bons partenaires, de bons parents. C'est déjà beaucoup. Il baissa les yeux, acceptant la sentence. Tu as raison, comme toujours. Il retourna vers le barbecue. Je le vis s'éloigner. Je ne ressentis aucune nostalgie, juste une paix profonde. Mon téléphone vibra. Un message. Paul, architecte. J'ai 2 places pour la Traviata ce soir. Je tente ma chance. Oui ou non? Je regardais l'écran. Je regardais Thomas, mon passé. Je regardais le ciel bleu au-dessus de Versailles. Je tapais « oui ». J'appuyais sur « envoyer ». Fin d'après-midi. Je laissais les enfants avec leur père et leur grand-mère. Je pris ma voiture, pas la limousine avec chauffeur, ma propre voiture.
Une petite décapotable vintage que je m'étais achetée sur un coup de tête. Je conduisis vers Paris, le vent dans mes cheveux, la musique à fond. Je me garai près des quais de Seine, non loin de Notre-Dame qui se reconstruisait. Elle aussi. Je sortis et marchai le long du fleuve. Le soleil se couchait, teintant l'eau de reflets violets et dorés. Des touristes prenaient des photos. Des amoureux s'embrassaient sur les bancs. Je m'arrêtai et m'appuyai contre le parapet de pierre. Je repensais à cette femme d'il y a un an. Celle qui tremblait en signant les papiers du divorce. Celle qui pensait que sa vie était finie à 34 ans. J'avais envie de voyager dans le temps, de la prendre dans mes bras et de lui dire « N'aie pas peur, le vide que tu ressens n'est pas une fin, c'est un espace pour te construire toi-même. » Je sortis de mon sac le petit carnet noir, celui que Madame le maire avait donné à Camille, le carnet des règles. Je l'avais retrouvé dans les affaires de Camille après son départ. Je l'ouvris. Règle numéro 1, le lever. Règle numéro 2, servir. Je souris. Je déchirai la première page, puis la deuxième, puis la troisième. Je déchirai tout le carnet, page par page, en petits morceaux de papier. Je tendis les mains au-dessus de la scène, j'ouvris les doigts. Le vent emporta les confettis blancs. Ils tourbillonnèrent un instant dans la lumière du couchant, comme de petits oiseaux blancs, avant de disparaître dans l'eau sombre. Il n'y avait plus de règles, il n'y avait plus de maître. Je n'étais pas une héritière par le sang, j'étais une héritière par le feu. J'avais traversé l'enfer de la trahison et j'en étais ressortie avec une couronne. Je me redressai. Paul m'attendait devant l'Opéra Bastille. J'avais une nouvelle robe, une nouvelle vie et un nouveau sourire. Je tournai le dos au fleuve et marchai vers la ville lumière. Je m'appelle Marie-Octobre et ceci n'est pas la fin de mon histoire. C'est juste le commencement.